Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Gaël Faury. C'est notre bûcheron, je l'adore, c'est le spécialiste de l'iso inertiel. Alors l'iso inertiel, si tu ne sais pas ce que c'est, on va définir ça dans tout l'épisode. C'est le futur pour moi de l'entraînement et ce qui va permettre d'individualiser et de tourner le travail vers de la qualité ou de la quantité. Je te laisse découvrir tout ce dont on parle avec Gaël dans l'épisode qui arrive, mais avant ça, place au sponsor. Le succès ne se construit pas seulement sur le talent, mais sur la maîtrise des habitudes et compétences fondamentales. Chez Performance Skills, nous vous aidons de manière holistique à exploiter pleinement votre potentiel et à optimiser chaque détail pour atteindre l'excellence. Nos experts analysent vos habitudes, vos mouvements et votre identité pour créer un programme sur mesure, adapté à vos besoins spécifiques. Comprendre ce qui nous rend uniques, revisiter nos acquis, construire le succès, c'est l'expérience que font déjà de nombreux athlètes au sein de notre structure. Gaël Faury, bonjour. Salut. Bienvenue dans Secret d'entraîneur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Déjà, merci de m'avoir invité. Du coup, je suis Gaël, je me définis comme prépa physique. En gros, j'accompagne les athlètes vers la performance. Et ma mission, en gros, c'est... Je suis maçon, je construis des athlètes. C'est un peu ce qui me tient à cœur pour les accompagner au mieux vers la perf. Qu'est-ce que tu appelles construire un athlète ? Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est au fil des différentes expériences que j'ai eues, en fait, je me rendais compte que l'athlète, c'est un tout. Et la manière dont je voyais les choses pour les accompagner, en fait, c'était essayer de déjà commencer par rassembler le tout pour que ça puisse être aligné pour un moment ou une performance. Mmh. Et en fait, je voyais... Tu sais, dans le monde du sport, en fait, on dit tout le temps optimiser, 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 entraîner. Et une des choses que je constatais, c'est que l'athlète, en fait, il lui manquait tout le temps des bases ou des fondations pour pouvoir performer. Et je pense que c'est un peu la philosophie que je me suis construit. Où, tu vois, c'est... Bon, après, ça rejoint plein de courants, tu vois. Mais de se dire, en fait, l'athlète, s'il veut performer et aller vraiment en haut de la pyramide et à 100% ou 120% de son potentiel, en fait, on peut pas raisonner en termes de performance s'il manque un truc. Et après, il y a différentes sphères, mais ouais. Ok. Ouais, j'aime bien le fait de dire on essaie d'optimiser sur une base finalement qui n'est pas si solide que ça. Ouais. Comment est-ce que toi, tu définis les bases ? Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait partie des bases chez un athlète pour toi ? En fait, c'est compliqué parce que je vois pas... quand on raisonne en termes de performance, moi, je vois pas les choses de manière... comme on le définit dans notre formation. Et tu vois, les gens, ils vont te dire, ouais, il faut de la force, il faut de l'endurance, il faut des bonnes qualités métaboliques. Et moi, je verrais plutôt les choses d'une autre manière et en fait, le penser à l'envers. Où en fait, on a l'athlète, il doit répondre dans un environnement et un contexte. Et quelle est la logique en fait de son activité et de sa discipline pour gagner, parce que c'est pas la même logique pour pratiquer que pour gagner. Et en fait, j'analyse ça un peu de cette manière. J'essaie d'identifier en fait les facteurs limitants et les facteurs de performance en fait. Et du coup, c'est là où c'est ultra individuel. Et tu vois, d'habitude dans les projets fédéraux ou dans ce qu'on appelle je crois PPR, enfin tu sais, projets de performance. Ouais. Tu sais, on dit un athlète, il faut qu'il ait ça, à telle catégorie, tu sais, il y a des points de passage, etc. Et en fait, je me rends compte que selon en fait le parcours de l'athlète et son expérience, ses qualités, ses faiblesses, enfin les choses. Est-ce qu'une faiblesse c'est quelque chose où il est pas bon ou c'est quelque chose qu'il a jamais travaillé, tu vois? Parce que du coup ça devient en fait c'est une faiblesse, on peut pas dire que c'est une faiblesse puisqu'il l'a jamais travaillé, tu vois. Donc mais est-ce que du coup il en avait besoin jusqu'à présent, tu vois? Est-ce que le facteur limitant était suffisamment prédominant pour s'y intéresser ou pas? Et ça du coup après derrière moi je vais avoir des facteurs un peu internes tels qu'on les connaît, tu vois, les qualités musculaires, les qualités métaboliques, capacité cognitive, tout la technique, etc. Après il y a des facteurs un peu mixtes, tu vois, genre le technico-tactique pour moi je le prends mixte selon la logique de l'activité. Ok. C'est pas il y a des facteurs que tu maîtrises et des facteurs que tu maîtrises pas. Et tu vois, il y a des facteurs logistiques ou pas. Tu vois, genre un skieur, s'il peut pas aller en Autriche en août pour s'entraîner, t'as beau être, voilà, tu vois, il y a des choses que tu contrôles pas et qui sont indépendantes de la performance. Et après, t'as des facteurs externes ou l'environnement familial, les capacités psychologiques ou ta personnalité.
à quel moment tu matches et tu rencontres des personnes dans ta vie qui vont venir t'aider, tu vois, aussi. Et en gros, j'ai un peu, tu vois, ce truc où je me dis, ben, l'athlète, il vient me voir pour que je l'accompagne. J'essaie un peu d'identifier à quel moment, en fait, il est dans son parcours. Et du coup, je raisonne pas en termes d'âge, mais plutôt en termes de compétences ou de maturité dans ces différentes sphères. Et du coup, j'essaie en fait de construire et de jauger l'intervention que je vais pouvoir lui proposer avec mes compétences, parce que je peux pas tout couvrir. Et en fait, là-dedans, ben, tu vois, ça englobe un peu tout ça, ma réponse à ta question. C'est une question vaste. Ouais. Mais effectivement, en fait, j'attends pas de réponse précise, hein, tu t'en doutes bien. Mais c'est vraiment avoir ton avis, parce que chaque entraîneur va te dire, ouais, moi, je pense que la base, il faut avoir ça, 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 ça. Donc, j'aime bien ta définition de dire, en fait, ça dépend du contexte, ça dépend du sport, si je comprends bien, et même de l'athlète lui-même. Ouais. Parce que les bases que toi, tu vas avoir pour faire du VTT, Ouais. parce que j'étais un VTT, et les miennes, ben, on aura des qualités différentes et des points de performance différents qui font que ben, toi, tu auras besoin de développer peut-être plus l'aérobie, moi l'anaérobie, ou inversement, etc. Et il faut avoir une base pour toi pouvoir t'exprimer. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des points de passage où, en fait, en fonction de ton âge, de ton expérience, tu vois, on prend deux athlètes qui sont similaires avec les mêmes profils métaboliques, les mêmes choses. Ben, cet athlète, s'il a commencé un projet de performance il y a 6 mois ou ça fait 10 ans, ben, tu vois, tu prends l'exemple de disciplines qui sont très tactiques, tu vois, comme le vélo de route, où, ben, en gros, un mec qui aura les mêmes profils, s'il sait se tirer profit de la course et de l'architecture de la course, ben, du coup, en fait, ça servira à rien de lui développer telle chose, puisqu'en fait, il va le compenser par du tactique. Et que, du coup, en fait, c'est un peu ce truc-là où, en fait, un athlète jeune, ben, il aura plus besoin de certaines choses. Et en fait, au fur et à mesure que les choses se débloquent dans son parcours et dans son expérience, en fait, tu vas réajuster tes cartes. Et le plan que tu avais fait au début, en fait, il va totalement être chamboulé au fur et à mesure des expériences, en positif ou en négatif, parce que des choses négatives peuvent chambouler en fait ton plan, tu vois, parce que tu te rends compte que ben, au final c'est encore autre chose, tu vois. Et du coup, une fois que tu mets ça en place, ben, c'est là où en fait de l'extérieur ça paraît un peu copier-coller, tu vois, dans le sens où tu te dis ben ok, il est jeune, il faut qu'il prenne de l'expérience en faisant de la compétition, et il est bon, je vais aller chercher tu sais, des petits détails, tu vois. Ouais, je vois. Mais en fait c'est un peu l'inverse, et à la fois oui et non, puisque des choses insignifiantes vont permettre de débloquer, c'est un peu, tu sais, le 20-80, tu vois. Ouais. Et du coup, comment j'arrive à faire tomber le plus de cartes avec le moins d'efforts, parce qu'on est tous pressés par le temps, les contraintes logistiques, tu vois, la chance d'avoir des athlètes pros, il y en a peu, tu vois, donc tu peux pas leur demander un investissement aussi important que... Ouais, ce qui est normal, parce il faut qu'ils aient une vie à côté. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le principe de Pareto, c'est quelque chose qu'on applique très peu, donc le 20-80. Ouais. Dans le milieu de l'entraînement, j'ai l'impression, et pourtant, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. On en discutait, mais sur les indicateurs de fatigue, etc., finalement, c'est un peu essayer de faire ce 20-80. C'est éviter de faire 80% du boulot qui va pas servir à grand-chose, finalement, sur ton gain de perf, voire même va le desservir. Ouais, en fait, c'est ça, c'est une logique de ROI, en fait, tu vois, ou de... Moi, je sais plus, il y a quelques années, j'ai découvert dose minimale effective. Ouais. Qui en fait je crois c'est en médecine, en pharma où ils l'utilisent, tu vois. Et en fait je crois que quand je venais de sortir de la fac quand j'ai découvert ça, et je me dis ouais mais en fait c'est ouf, enfin ça sert à quoi tu sais, une fois que t'as atteint ton plateau, passe à autre chose, tu vois. Et du coup c'est un peu cette logique là, et c'est assez troublant et déstabilisant pour les athlètes, puisque enfin même pour les entraîneurs, parce que on a tous en fait, tu sais, en disant ben pour développer l'aérobie il faut qu'on passe à tant de temps, en dessous de tant de temps de maintien, on n'a pas d'effet. Ouais. Si on fait pas tant dans telle zone ou dans telle allure, en muscu, si on fait pas 4 séries, ça marche pas, tu vois. Et les livres, et on a dû cadrer un peu les choses de cette manière, parce que c'était compliqué, tu vois, c'était abstrait. Et en fait, c'est là où c'est troublant, et on en revient en fait à la logique de base, où en fait, l'athlète, dans son écosystème et dans son fonctionnement, ben, une microdose de telle chose va pouvoir avoir un effet super important sur tout le reste, alors que notre athlète, ça n'aura pas le même effet, tu vois. Et en fait, c'est essayer de comprendre ça, et ben, c'est un peu le travail que fait Stéphane avec ses analyses statistiques, tu vois. Et quand j'avais assisté à une de ses conférences, tu vois, ça m'a ouvert les yeux sur un truc où il avait mis des images et des datas sur
sais, des choses qui étaient un peu intuitives et que t'arrivais pas à expliquer. Et après, une fois qu'en fait, j'ai vu sa manière de faire, j'ai dit, bah ouais, mais en fait, là, c'est parlant. Et tu vois, c'est là où il nous expliquait que certains joueurs ou d'équipes, ça avait rien à voir. Ouais, et tu parles de la dose minimale, mais il y a aussi la dose où ça fait justement chuter ta perf. Ouais. Quand on dit, par exemple, les 4 séries, mais des fois, 4 séries, c'est trop. Ouais. Et tu dis, merde, sur le papier, il fallait que je fasse 4. Est-ce que je fais 4 ou je prends d'autres indicateurs pour dire, OK, il faut que je modifie ma séance? Comment est-ce que toi, tu gères ça au quotidien? Ouais, c'est assez abstrait et logique à la fois. En gros, en fait, moi, la majorité des athlètes que j'ai, c'est des athlètes, ce que j'appelle athlètes en développement. Tu sais, j'ai trouvé ce nom qui vient un peu nord-américain. Mais du coup, c'est un athlète qui est pas encore 100% dans son sport, mais qui a des prédispositions et des qualités pour le devenir, tu vois. Et dans lequel il lui manque des clés pour l'accompagner. Enfin, il a besoin d'être accompagné pour aller là-dedans. Et du coup, c'est des athlètes où, généralement, tu sais, ils sont adolescents. Déjà, physiologiquement et anatomiquement, ils évoluent beaucoup, tu vois. Donc déjà, ça varie d'un jour à l'autre. Les athlètes féminines, c'est encore autre chose, tu vois. Et du coup, c'est comment il a dormi, ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a été contrarié parce qu'il y a un prof qui lui a mis une mauvaise note. Enfin, tu vois, c'est un peu toutes ces choses-là. Et moi, la chance que j'avais, c'est que quand j'étais en sport-études, j'avais un entraîneur qui était très penché là-dessus, où on n'était pas au cardio près ou à faire ces choses-là. Et en gros, ben, lui, il avait l'expérience de me regarder et de me dire bon, Gaël, t'arrêtes là la séance parce que ça va pas, tu vois. Et du coup, je me suis construit, tu vois, avec ces influences-là. Et aujourd'hui, là, j'ai réussi un peu à mettre de la data et des indicateurs de fatigue, tu vois, et qui en fait sont ce qu'on va appeler des restitutions, tu vois. Ouais. Et en fait, on évalue la restitution. Et cette restitution, en fait, nous donne un état d'une qualité ou d'un marqueur qu'on a envie de regarder dans la séance, dans le but de développer l'athlète dans son environnement, tu vois, sur le long dont terme. on parlait au début. Quel type d'indicateur tu vas utiliser? C'est des watts sur le vélo? C'est quoi? Ouais, ça peut être... Enfin, la chance qu'on a, nous, dans le vélo, c'est qu'on est quand même bien équipé. Après, c'est quand même une contrainte, parce que tous les athlètes peuvent pas s'équiper, et ça a quand même un coût, tu vois. Et avant, je les utilisais pas, parce que quand j'étais à la fac, j'étais tombé sur des articles où en fait, ça nous montrait la marge d'erreur de ces outils. Et du coup, on était entre 5 et 10%, et quand tu es à 450, 500, 1000 watts, 10% c'est énorme, en fait. Du coup, en fait, comme je le maîtrisais pas, j'allais pas là-dedans, tu vois. Et aujourd'hui, bah, déjà, la technologie, elle a évolué, donc c'est plus fiable. Ouais. Et après, le but, en fait, c'est de réussir à mettre en fait, des marqueurs parlants pour l'athlète et en fait, les données qu'on a habituellement et qu'on traque, tu vois. En fait, c'est juste... la data, en fait, elle est brute et on en fait ce qu'on veut. Et en fait, c'est la manière dont on l'interprète qui fait la différence, tu vois. Et du coup, si je la mets pour avoir un indicateur longitudinal sur la saison, ben, elle va me donner une indication sur la saison. Mais si j'ai envie de l'utiliser dans la séance et que du coup, le système est suffisamment ouvert pour être flexible, tu vois, et être autorégulé dans la séance, ben, du coup, c'est super. Par contre, ça demande une certaine implication et un sérieux de l'athlète, tu vois, parce que moi, je suis pas tout le temps avec lui et ça demande à ce que lui, en fait, applique ce cadre-là, tu vois. Ah, je vois. Alors, question vraiment pratico-pratique. Je donne un exemple totalement au pif. Hein. Mais par exemple, ton athlète, il doit faire du squat aujourd'hui. Après chaque série, tu vas lui faire un test de 10 secondes sur vélo pour voir la fatigue ou comment ça se passe concrètement? Bah, ça dépend, tu vois. Est-ce que le test de 10 secondes va être parlant avec le squat et ce que je veux développer au squat, tu vois. En fait, c'est de réussir à trouver un test qui soit suffisamment parlant et corrélé avec ce que j'ai envie de développer. Parce que, en fait, la complexité d'entraînement, telle que je le comprends actuellement, c'est que, par exemple, tu vas vouloir développer de la force au squat ou n'importe quelle autre chose. Mais du coup, est-ce que c'est le squat, enfin, est-ce que c'est la force telle qu'on l'entend dans la séance squat, ou est-ce que le squat va faire tomber une carte pour, par exemple, en vélo, appuyer son freinage avant un virage, tu vois. Tu vois. Et du coup, c'est de me dire, est-ce que le test, je le prends pour autoréguler en micro, donc mon squat, ou est-ce que je le prends pour un objectif plus global qui va être, j'en sais rien, tu vois, par exemple, je prends l'exemple du squat en disant, parce que, en fait, à vélo, pour freiner, tu dois pousser dans tes jambes pour coller ton vélo
au sol, un peu comme en moto. Et pour ça, il faut que tu aies de la mobilité de cheville parce qu'il faut que tes talons descendent en fait. C'est tes talons qui vont te faire appuyer la roue arrière. Du coup, par exemple, tu vois, dans ce cadre-là, si je veux améliorer mon freinage et faire ça, ben, je vais faire je pourrais faire un test de mobilité de cheville, tu vois, qui du coup va me dire que au-delà, ma structure est plus capable d'aller dans telle amplitude. Donc, mais parce que est-ce que c'est mon facteur limitant, je l'ai identifié en tant que structurel, tu vois, ou est-ce qu'en fait il baisse pas les chevilles assez vite, tu vois, ou est-ce qu'il se relâche pas suffisamment vite, tu vois, ou est-ce que il manque de force, ou sur les freinages de plus de 3 secondes ça marche pas, tu vois. Enfin, après on peut pousser très loin et des fois c'est trop compliqué pour pas grand chose, tu vois. Mais du coup en fait c'est un peu comme ça que j'essaie de réfléchir et en fait de mettre du lien dans la discipline. Mais pour en revenir du coup à ton squat, c'est admettons je vais faire un CMJ, tu vois, et le CMJ dès que je le traque et voilà. Ok, trop bien. C'est quelque chose dont on entend parler, mais c'est vrai qu'on trouve peu de cas concrets finalement. C'est pour ça que je voulais te poser la question pour savoir comment toi tu l'utilisais. Moi personnellement, j'utilise un peu plus de manière. J'en discutais avec Romain Cachavenda ce matin encore. Et je disais, moi, c'est plein de choses que j'ai mises en place quasi instinctivement depuis des années et des années, mais sans avoir la base et le fond théorique dessus. Et moi, je me rends compte surtout de la décroissance, par exemple, de vitesse avec les VBT, les choses comme ça. Et dès que je voyais que c'était plus quali, hop, on arrête. Ouais, mais on a fait que 2 séries. Ben, c'est pas grave. On en fera 2 de plus la prochaine fois si t'es en forme. Si t'es pas en forme, on arrêtera aussi. Et j'ai toujours fait comme ça. Et aussi par rapport à la tête des gens, tu vois. Ouais. Genre, clairement, hier, je vais pour faire un circuit, donc développement de VO2 max. Donc là, c'était sur tapis, fractionné, en 30-30, donc du central, très, très basique, très très basique. Ok. À l'échauffement, 9 km/h, je me dis, vas-y, on va s'amuser un peu, c'est un trailer, je te mets 6% de pente sur le tapis. Ouais. 9 km/h, c'est rien. Mais il sort d'une grosse semaine de reprise au boulot, il a une boîte énorme et tout. À 9 km/h, hop, je vois que 2 fois il glisse et de peu il se casse la figure sur le tapis. Ok, fin de séance, on va aller faire de la muscu un peu. Ouais. On va faire du renfort, on va faire de la mobilité, Il me dit non, mais putain, ça m'a frustré et tout. Je dis ok, à la fin de la séance, je cut 2 séries avant parce que vraiment il était brûlé. Hein. Et je dis allez, viens, on va se refaire 9 km/h, mais tu feras pas plus. Il fait juste 1 minute parce qu'il me dit c'est pas normal. Toute la séance, il m'a dit c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Hop, je juste remis en confiance, allez, va te reposer. Ouais. Tu vois, et donc ça, je le fais de manière vraiment empirique, que sur des observations, mais je prends peu de data, à part le VBT. Ouais, en fait, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec le recul de cette manière de travailler, c'est en fait, aujourd'hui, tu peux réussir à prévoir et à comprendre en fait tes pourcentages de fatigue, quel impact ils vont avoir. Et l'avantage, c'est que là, on parle de physique, tu vois, musculaire, mais quand tu commences à appliquer ça sur du technique ou du technico-tactique, du coup, tu vois l'entraînement de ta discipline en fait totalement différent. Et tu fais des liens directs sur le transfert et les interférences, tu vois. Un peu, c'est des sujets qui sont assez flous et on n'a pas trop d'écrit dessus. Mais du coup, quand tu commences à prendre cette méthode de dire, ben, quand je baisse de tant de pourcents ou quand j'ai tel taux de réussite à telle chose, avec tel engagement, parce que du coup, tu vas mettre tes curseurs d'intensité différemment et sur du technique, l'intensité, c'est assez abstrait, tu vois. Et du coup, une fois que tu régules ça, en fait, tu sais que l'athlète... il peut fonctionner en fait en disant ok, ben, dans ta semaine tu vas l'organiser d'une certaine manière, ta périodisation elle va être influencée par ça, tu vois. Et ouais, en fait j'avais commencé à voir ça, en fait j'avais commencé à traquer un descendeur, donc discipline vraiment technique, tu vois, en mode je descends une montagne à vélo, je chrono, et voilà. Et en gros on faisait un HRV 3 fois semaine et tu vois, et en fait je commençais à m'apercevoir de trucs où il me disait aujourd'hui je me sentais trop bien sur le vélo. Le HRV, tu vois, il disait des trucs. Et tu vois, et pareil, aujourd'hui, je me sens pas bien. Et en fait, on se rendait compte que quand on mettait telle séance la veille, bah, chaque fois, il matchait super bien, tu vois. Et que quand on dépassait tel seuil, bah, du coup, tu vois, en gros, le HRV, il parlait, en gros, tu vois. Ok, tu avais vraiment une cohérence sur d'autres marqueurs classiques. Parce que tu vois, le HRV, il y a plein de manières de le voir. Et aujourd'hui, je pense que c'est... Enfin, nous, dans les sports d'endurance, c'est Whoop ou d'autres bracelets, ils ont commencé à prendre beaucoup de parts de marché, du coup beaucoup de monde s'intéresse à ça et ça a fait un peu pas des effets de mode, mais du coup tout le monde met de la lumière dessus, tu vois. Et
du coup, tu vois, il y a des études qui montraient que ça créait une dépendance et du coup, ça avait un effet délétère parce que le gars regardait son tracking en fait. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est une des problématiques, tu vois, où aujourd'hui, ben, la data, en fait, si tu la transformes, du coup, elle a plus de sens. Et enfin, pour l'instant, c'est ce que je commence à comprendre. Et peut-être, tu vois, je me trompe, tu vois. Mais ouais, en fait, si tu prends pas la data brute et le HRV, c'est là où tu prends des gars qui ont l'algorithme et qui te dit 98 sur 100 ou tu sais, un pourcentage, Ouais, je vois bien. enfin, pas marketé, mais plus Ouais, facile ouais. à lire. Et alors que tu prends en fait ton analyse fréquentielle, ta haute fréquence, enfin tu vois tous tes trucs hyper abstraits, mais quand tu les mets en corrélation sur des mois, ben là tu vois des trucs vraiment intéressants. Et ouais. Ok. Et tes athlètes, ils se prêtaient vraiment au jeu du HRV? Parce que moi, j'ai eu le problème. Ben ça dépend des profils, tu vois. En fait, là, enfin quand j'ai fait ça, le gars, enfin j'en avais deux qui jouaient vraiment le jeu. Ok. Et du coup les autres, ils le faisaient une fois de temps en temps. Du coup, je pouvais pas aller aussi loin. Mais en gros, c'est cool parce que ceux qui se sont prêtés au jeu, ils ont eu un vrai retour, tu vois. Ok. Et après, il y a l'effet de mode où aujourd'hui, les athlètes que j'ai, tu sais, ils me disent ouais, Gaël, pourquoi tu prends pas Whoop? Ben, si tu veux, prends-le pour te rassurer, tu vois. Mais moi, je pourrais pas enfin, je vais pas t'apporter de valeur sur ça puisque de toute façon, il fait le travail à ma place. Et ça va aider, c'est sûr, parce qu'il y a plein de monde qui bosse avec et ça amène ça amène des bons résultats sur la fatigue. Mais par contre, pour moi, ce que je veux traquer, tu vois, notamment ces choses-là, ben, enfin, j'arrive pas encore à le comprendre ou à le mettre en place. Et tu penses que c'est utile, je dirais utile, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais de faire ce tracking avec même des athlètes qui sont juste en développement? Ouais. Est-ce que c'est, entre guillemets, pas trop tôt? Ouais, parce que, en fait, ça dépend comment tu vois les choses, en fait. C'est où veut aller l'athlète, en fait. Je pense que, tu sais, on parlait de fondation et tout, et si l'athlète, en fait, il a pas une discipline et une certaine rigueur dans ces choses-là, ben, quand tu vas en avoir besoin, il va le zapper, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, c'est ultra complexe parce que il y a des athlètes qui te disent ouais, moi je vais aller à haut niveau, je vais aller en Coupe du Monde et tout. Mais par contre, tu vois, ils suivent beaucoup les modes. Du coup, tu lui dis écoute, concentre-toi sur la base, reste simple, tu vois. Ouais, pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça? Tu vois. Et du coup, tu lui dis ben écoute, parce que si on fait tout, ça va pas marcher et que il faut qu'on fasse des priorités, tu vois. Et actuellement, comme t'es pas pro, ben ta capacité à recevoir de l'aide. Tu vois, parce qu'en fait, c'est ça, tout le monde pense que l'outil va t'aider, mais en fait, c'est pas l'outil qui t'aide, c'est toi qui optimise ce que t'apporte l'outil, tu vois. Enfin, ou qui utilise l'outil, tu vois. Et du coup, c'est là où c'est complexe parce que du coup, enfin, c'est pas des gadgets, enfin, gadgets pas dans le mode péjoratif, tu vois. Mais du coup, ça t'amène une donnée supplémentaire. Mais si toi, en fait, t'es déjà en train de faire tes cours, réviser, faire la méca de ton vélo, faire tes machines, tu vois, en gros, t'es tout seul, etc. Tu fais bref plein de ta journée et tu vas voir tes copains, tu vas au cinéma, tu vas voilà. Ben en gros et qu'en plus de ça ta montre elle dit que ça va pas. Ben tu vois genre je dis pas que c'est pas bien mais du coup c'est le mettre pour enclencher une habitude oui, mais déjà tu vois quand on parlait de base c'est mais déjà des vraies habitudes de vie et après on va les surveiller, tu vois. Et tant qu'en fait tes habitudes de vie elles sont pas calées et t'as des moyens de le voir sans avoir des gadgets, tu vois, genre est-ce que tu dors bien et je vois ta tête, je le sais, tu vois ce que je veux dire enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure des pourcentages de rebonds, etc. Ouais. Tu sais que, ok, si je mets à peu près ça comme fatigue, dans tant de jours, j'aurai un rebond, tu vois. Si ça fait pas ça, bah, y a quelque chose qui va pas entre la séance et la période théorique de rebond, tu vois. Ouais, c'est l'entraînement invisible qui va pas, quoi. Ben, ouais, enfin, une possibilité, tu vois. Mais quand tu commences à faire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois et que ça repaye pas, bah, du coup, tu cherches, tu demandes à l'athlète, tu mets en place des questionnaires et plus une partie projet sportif, tu vois. De, ok, qu'est-ce qui va pas, comment tu manges, voilà, est-ce que tu as besoin d'être accompagné sur d'autres domaines? Et tu commences à avoir des incohérences. Et là, tu te dis, ok, en fait, c'est le gadget, en fait, il va juste venir mettre un pansement sur un truc que tu n'as pas envie de travailler sur toi et qui va te coûter cher sur le long terme. Et la problématique, c'est que je pense que tous les athlètes sont pas capables, au moment où ça arrive, de travailler dessus, mais comme toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, tu vois, où il y a des choses que tu repousses et tu es plus ou moins à l'aise de travailler dessus. Et du coup, bah, tu vas t'adapter et tu vas t'organiser autour de ça, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vas dire, ouais, je comprends pas, j'ai un plateau. Et bah, je pense que ça fait partie des qualités de l'athlète où tu sais, tout le monde dit, ouais, tu sais, il a un physique
hors norme, tu sais, c'est la génétique et tout, mais ça fait partie enfin, de l'inné, ou du moins ce que tu construis de ton inné, et qui va te changer, tu vois, genre... Je sais pas si tu te souviens la photo de Schwarzenegger avec son fils, qui a grandi avec lui, et celui qui a grandi avec son ex-femme. Non, j'ai pas la ref. Ben, en gros, c'est une photo où il mettait les habitudes font plus que la génétique. Ouais. Parce qu'en gros, les deux ont Schwarzenegger en père, tu vois, donc la génétique, tu sais que c'est bon. Mais du coup, il y en a un qui a grandi avec le père, et tu vois, il est taillé comme le père. Et l'autre, c'est un pur produit de la société américaine, tu vois. Genre, il est pas taillé du tout. Une bonne boule, quoi. Il est pas taillé de la même manière, tu vois. Et en gros, il a juste grandi dans un environnement différent, tu vois. Donc, pourtant, même génétique, même chose, tu vois. Après, c'est une photo, donc tu connais pas tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Bien sûr. Mais du coup, c'est un exemple de qu'est-ce que je peux faire pour, tu vois, essayer d'influencer les choses avant de me prendre la tête à mettre de l'argent, des moyens, des outils et tout ce qui va avec, tu vois. Et tu penses que nous, en tant qu'entraîneurs, on peut influencer sur le côté culturel et environnement de ces jeunes? Je pense que c'est même notre mission première, tu vois. Enfin, peut-être que c'est super compliqué et je pense que c'est un peu un truc où tu évolues tous les jours et tu arrives à le faire différemment ou mieux. Tu vois, et tu vas te tromper sur ces choses-là. Mais je sais pas, on a tous en tête, quand on a fait du sport ou quand on s'est mis à quelque chose, des gens un peu références, tu sais, qui nous ont un peu accompagnés ou tu vois, qui nous ont aidés à, tu sais, en mode ouais, ben là ça marche pas, j'ai pas compris. Non, mais c'est pas grave, vas-y. Tu sais, ou en mode écoute, tu sais, en mode, tu sais, tu te fais recadrer en mode, tu sais, tu comprends pas, t'arrives à l'entraînement, tu prends la foudre, t'es là, tu te dis ouais, il s'est passé quoi, tu vois. Je vois très bien. Et en fait, t'es là en mode ouais, ben en fait, tes affaires, tu les ranges, tu vois, genre, tu vois, et c'est des trucs un peu bêtes, mais comme les parents contribuent à l'éducation des enfants, tu vois. Et tous les gens sauf que en fait quand t'es athlète, bah, ton entraîneur tu le vois plus que tes parents, tu vois. Ouais. Donc du coup je pense que c'est une mission un peu première et j'ai observé beaucoup d'entraîneurs où c'est des structures un peu grosses où il y a beaucoup de volume et du coup je trouve que c'est ça qui se perd, tu vois, où en fait tu vas passer beaucoup d'athlètes, ils les accompagnent, ils font un super boulot, mais tu sais il manque ce truc là, cette fibre, ce côté humain. Ouais, tu sais il y a un truc, tu sais, t'as laissé ok, tu sais que quand le mec, tu le recroises dans la rue, tu sais qu'il est passé par là. Tu sais, en termes de personnalité et de choses. Et ça fait je pense qu'il y a des structures, tu vois, où il y a des dénominateurs communs, tu vois, dans les traits de personnalité, dans les choses comme ça. En bien ou en mal, parce que, du coup, tu vois, selon le moment où tu passes, mais ouais. Enfin, tu vois, c'est un peu mon côté rêveur de... Sur le côté des clubs qui laissent des traces et qui correspondent. Moi, je sais que sur le pôle France de judo, en fonction du caractère des jeunes, sur le pôle, on savait très bien dans quel club, en tout cas, il y avait statistiquement, il y avait des grandes chances qu'il aille signer dans tel club plutôt que tel autre. Et parce qu'on savait que ceux qui sont un peu plus intellectuels, ils vont matcher avec telle ou telle personne, et puis il va lui apporter quelque chose, donc ils vont aller signer là-bas. Des mecs un peu plus bourrins. Voilà. Et c'était, mais à mourir de rire, parce que nous, on s'amusait à faire des paris entre nous en tant qu'entraîneurs. On disait, lui, il va signer là, et on se trompait, je ne vais pas dire jamais, mais c'était très rare qu'on se trompe, quoi. Ouais. Et on retrouve cette culture de club qui t'apporte quelque chose. Alors là, on parle d'athlètes qui deviennent en semi-pro presque. Ouais. Mais c'est toujours des clubs qui ressemblent et des entraîneurs dans ces clubs-là qui ressemblent à leur premier entraîneur. Ouais. Ceux qui les ont mis, on va dire, à la compétition. Donc c'est assez drôle de retrouver toujours ces similarités et d'aller chercher ça, en fait. Ouais. Donc c'est peut-être parce que ça te rassure, t'as un cadre que tu connais ou quoi. Je sais. Ouais, tu vois, j'ai pas assez cherché, mais c'est assez intéressant. Alors, t'es connu surtout pour une chose. En tout cas, moi, je t'ai connu à la base surtout pour une chose. C'est l'iso inertiel. L'iso inertiel, t'en as fait un article déjà de présentation sur le club des entraîneurs. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, inscrivez-vous sur le club ou si vous êtes déjà inscrit, allez le lire. Peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, on aura fait au moins un autre. Ouais. Qui est en finalisation depuis quelques semaines, là, mais ça va arriver. Qu'est-ce que c'est l'iso inertiel déjà ? Est-ce que tu peux nous le décrire facilement ? Ouais, en fait, c'est un mécanisme simple qui, au lieu de fonctionner contre la gravité, tu vois, quand tu as un poids, une barre, tu fonctionnes contre la gravité. Là, tu vas fonctionner contre l'inertie. Donc, en gros, c'est une masse que tu mets en rotation et tu as une corde ou une sangle qui s'enroule autour et en fait, ça fait un peu un yo-yo, tu vois. Sauf que, tu vois, le yo-yo, c'est la masse qui bouge. Et sauf que là, la masse, elle est fixe et l'extrémité de la corde que tu as au bout du doigt, c'est toi qui la bouge, tu vois, en gros. Globalement c'est ça et en fait c'est un outil qui a un peu
toujours un peu gravité autour de la santé, de la médecine, tu vois. Je m'étais amusé une fois à chercher, j'avais fait un gros article historique, tu vois, où ça, je crois que c'était 17e siècle ou 18e siècle, tu vois, ça commençait. Ah oui, c'est si vieux que ça. Ouais, c'est Ok, je vraiment savais en pas mode du tout. de ça, et tu vois, au départ, c'était sur des grenouilles, enfin, tu vois, les trucs, j'étais là en mode, vas-y, ça veut rien dire, tu vois. Et du coup, ça a commencé un peu là-dessus. Il y a eu un prix Nobel de médecine en 1920 qui, du coup, l'a utilisé, enfin, qui était sur les capillaires sanguins et la respiration, enfin, la respiration mitochondriale. Et du coup, ça a un peu gravité là-dedans. Et après, la NASA, dans les années 80, bah, ils se sont dit comment je fais pour. Ils se sont aperçus que les astronautes, ils rentraient pas en super forme des voyages spatiaux parce qu'il y avait plus de gravité. Et donc, en fait, il fallait trouver quelque chose qui réagisse différemment à la gravité, tu vois, pour pouvoir lutter contre. Pour mettre une résistance, mais sans la gravité, quoi. Ouais, c'est ça, pour maintenir la densité osseuse et la fonte musculaire. Et en fait, c'est là où ils ont vraiment mis comment ça s'appelle, les recherches avec l'université de Karolinska. Et les premiers brevets, les premières machines qui ont été développées là-dessus. Et aujourd'hui, on en vient à un outil qui est assez inconnu du grand public, mais qui est quand même utilisé par la plupart des top athlètes dans le monde et dans la plupart des disciplines, tu vois, avec des applications vraiment un peu partout. Enfin, honnêtement, que ça soit en réhab, en performance, en développement musculaire, métabolique, enfin, on a énormément d'applications. Et en fait, chaque fois que je vois une piste, je recherche, je fais des tests et tout. Ouais. Et je suis là en mode, bah ouais, mais en fait, ça marche super bien pour ça aussi, tu vois. Donc, du coup, ouais, globalement, c'est un peu le couteau suisse de la prépa physique et de la réhab, mais pas péjoratif, puisqu'en fait, on arrive à avoir un outil de qualité et qui soit pertinent pour chaque chose qu'on a envie de développer, tu vois. Contrairement à l'habitude, plus on a de la polyvalence, plus on perd en fait en spécificité. Et là, aujourd'hui, hormis, enfin, tu vois, à moins que tu aies vraiment des publics différents et que tu aies des petites spécificités de matériel, tu vois, Ouais. forcément, tu vois, genre, voilà, mais en gros, globalement, tu arrives à quand même bosser avec tous les publics et toutes les qualités. Ok. Parce que, donc, si je comprends bien, ça se présente sous une forme d'une sorte de poulie. Ouais. Ça. Avec un axe et un poids. Et toi, tu tires une sangle pour faire tes mouvements, quoi. Ouais, c'est ça. J'exagère. Ok. Quel intérêt d'utiliser ça plutôt que des haltères et un rack à squat classique? Ouais. Ben, en fait, il faut voir l'entraînement comme une stimulation, en fait. Et tu sais, c'est un peu, tu sais, quel essence je mets dans ma Ferrari ou voilà. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est aujourd'hui, on a plein de stimuli mécaniques, tu vois, un élastique, une poulie. Enfin, le but, c'est de créer de la tension sur un levier d'articulation, tu vois. Et en fait, on sait que, ok, le poids de corps, ça fait tel signal. L'élastique, ça fait telle courbe. Enfin, voilà. La poulie, elle a telle chose. Les Kaiser avec les machines pneumatiques, c'est encore autre chose. Et en fait, on a différents signaux pour différents objectifs. Mais le problème, c'est que le signal, en fait, il est relativement pauvre dans sa globalité, en fait, en termes de stimulation, tu vois. Et en fait, la richesse de l'iso inertiel, en fait, c'est que c'est un signal qui va être plus pertinent que les signaux classiques qu'on aurait avec une charge, parce que la charge ou l'élastique, on sait qu'il y a des moments où il n'y a pas de tension. Biomécaniquement, selon le mouvement que tu vas faire, il n'y en aura pas. Et du coup, en fait, c'est ton temps sous tension, déjà, il sera plus élevé à l'iso inertiel parce que c'est une tension continue. Le signal et la stimulation, en fait, mécanique et tout ce qui est biochimique derrière, tout ce que ça provoque, en fait, tu auras plus d'effet là-dessus. Et après, en fait, tu vas être autorégulé. En fait, là, ce qui est vraiment pertinent là-dessus, c'est ça. C'est t'es autorégulé et en fait, tu pourras pas dépasser. En fait, tu vas configurer un cadre sur ta machine parce que tu ne vas pas faire la même chose si tu veux faire de la puissance, de la force max ou de la réhab. Et en fait, dans ce cadre-là, l'athlète, il pourra pas sortir et en fait, ça va s'adapter à lui. Donc, on parlait tout à l'heure, tu sais, des doses minimales et des paliers où, au bout d'un certain cap, en fait, on dépassait la limite de l'athlète. Et tu vois, aujourd'hui, tu prends une haltère, tu fais des séries, tu fais des reps, tu fais 6 reps, selon la charge que tu as pris et ton profil, tu vas arriver, tu sais, les fameuses reps en réserve et tout ça. Et en fait, peut-être que du coup, tu n'en auras besoin que 3 reps. Et après, du coup, l'iso inertiel, en fait, c'est comme si tu faisais 3 reps avec ton haltère de 8 kg.
puis après elle fait 7, puis après elle fait 6, puis après elle fait 3. Et en fait, tu finis ta dernière rep à 100% de ton potentiel de la rep, en fait. Ouais, c'est un système qui finalement, je résume, tu me corriges si je me trompe, c'est un système qui permet de garder l'attention tout le long du mouvement et qui s'auto-adapte en fonction de la puissance que tu génères à l'aller et qui va te renvoyer au retour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux travailler tout type de contraction? Ouais. Est-ce que tu peux faire du concentrique, de l'excentrique ou c'est vraiment que de l'excentrique? Ouais. Parce qu'on a souvent cette image de je pousse très fort et je résiste. Ouais, c'est... Moi, quand j'étais à la fac, tu vois, il y avait des machines qui étaient au fond de la salle qui prenaient la poussière. Quand tu leur demandais ce que c'était, ils te disaient « Ah, c'est génial, c'est de l'iso inertiel. C'est génial, c'est pour faire de l'excentrique. Mais c'est tellement génial que ça prend la poussière, tu vois. » Ouais. Et du coup, c'est ça, en fait. L'athlète, il bossait, il était éclaté au bout de 3 reps. Il se mettait en sécu, tu vois, parce que du coup, il a compris que s'il pousse trop fort, il va se faire aspirer. Ouais. Parce que peut-être que la machine, elle était mal réglée pour lui, tu vois. Et du coup, après, pendant une semaine, il pouvait plus marcher. Et du coup, techniquement et tout, il perdait, tu vois. Donc, en fait, ouais, on a un peu cette image de l'iso inertiel, c'est la machine excentrique, tu vois, ça permet de faire l'hypertrophie. Tu vois, c'est top. Alors que, en fait, l'iso inertiel, c'est une machine qui fait de l'inversion, en fait. Tu vois. Et en fait, l'inversion, c'est ce qu'on a constamment dans nos disciplines. Et je crois que je connais pas de sport qui a vraiment qu'un seul régime, tu vois. Genre... Bonne question. Tu vois, mais ouais. C'est que en fait, dans chaque mouvement qu'on initie... oui, force athlétique à la limite, mais tu as quand même une part excentrique. Mais je pense au soulevé terre, par exemple. Ouais, mais tu vas charger ton slack et tu vas précharger ton articulation avec de l'iso au début. Ouais, tu as un peu d'iso. Tu vois. Ouais. C'est qu'en fait, dans chaque... Effectivement, tu as de l'iso. En fait, dans les lois de la physique, t'as tout le temps un cycle étirement-renvoi quelque part. Qui fait du mouvement ou pas, mais du coup, en fait, c'est là-dessus où c'est ultra pertinent parce que du coup, tu vas aller chercher toutes les phases de ton mouvement. Et tu sais, il y a eu des modes où l'iso c'était génial, tout le monde faisait de l'iso là depuis 2 ans, ou je sais plus, tu vois, voilà, il y avait des formations que sur ça. Et l'excentrique, en fait, tout le monde fait le constat de dire, de toute façon, le plafond de force max ou les plafonds de tes qualités, ils sont là parce que ton ratio excentrique est pas bon, tu vois. C'est toujours ça, en fait. Tu développes que ton concentrique. Et c'est aujourd'hui les problématiques, tu vois, des crossfitters, où en fait, c'est un sport qui est très concentrique, tu vois. Mais parce qu'en fait, comme ils sont pas habitués à gérer la charge en excentrique, du coup, ils stagnent en force max. Et du coup, tout le monde achète des procs de force max. Mais du coup, en fait, voilà. En fait, il faudrait juste aller chercher à côté les autres facteurs de... Donc là, t'es en train de dire qu'ils font que des reps trichés. Non, j'ai pas dit ça. mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, l'excentrique, en fait, il a un espèce d'effet protecteur au niveau nerveux qui, en fait, va inhiber ou au contraire désinhiber, en fait, pas mal de choses et aura une cascade de conséquences d'adaptation, que ce soit structurel ou biochimique, etc. Même au niveau hémisphérique, on sait aujourd'hui que, tu vois, il y a des choses dessus. Et du coup, tu vois, en fait, moi, je le voyais sur autre chose. Et en fait, l'excentrique, j'ai fait un cours sur l'excentrique où, en gros, ma phrase, c'est l'excentrique, c'est pas un régime de contraction, tu vois. Ok. Tu vois, et en gros, quand on prend les écrits des littératures russes, etc., eux, ils le classifient d'une autre manière, tu vois. Donc, aujourd'hui, tu sais, on a des périodisations qui font je fais un régime de contraction par semaine et tout. Je fonctionnais comme ça et j'avais des bons résultats, tu vois. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, l'excentrique, je pense qu'il est mal compris tel qu'on l'entend et on l'applique aujourd'hui. Et que par définition, l'excentrique, tu peux pas le contrôler si c'est du vrai excentrique, tu vois. Ouais. Et qu'aujourd'hui, l'excentrique, en fait, il est catégorisé sur comment je fais de l'excentrique en muscu, je mets un tempo lent sur ma phase de descente. Sauf qu'en fait, du coup, si tu contrôles, c'est pas de l'excentrique. Et tu vois, et aujourd'hui, les blessures, elles arrivent à quel moment quand on a de l'excentrique à haute vitesse, tu vois. Ouais, et haute amplitude. Ouais, et tu vois, donc, du coup, c'est aujourd'hui l'iso inertiel, en fait, les gars, ils veulent faire de l'excentrique, tu vois, mais en fait, ils disent, l'excentrique, c'est une machine, enfin, l'iso inertiel, c'est une machine excentrique, mais par contre, quand ils travaillent l'excentrique, ils le font à l'opposé de l'iso inertiel, tu vois. Et du coup, c'est la richesse de l'iso inertiel, c'est que ça te met de l'excentrique en sécurité, puisque de toute façon, tu seras dans ton range de capacité. Et en fait, comme c'est autorégulé, ta vitesse de développement auquel tu vas être confronté
ben, elle sera pas. Enfin, Ouais, je comprends. si t'es pas bon, ben, t'iras pas vite. tu Ouais, vois. si t'es fatigué aujourd'hui, tu pourras pas aller au-dessus du cap que tu peux faire quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on arrive à ta capacité du jour et comment exploiter au mieux Ouais. finalement ta capacité du jour grâce à ça. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que tu dis que l'excentrique il est défini différemment en Russie, etc. Tu pourrais nous expliquer un peu ou... Ouais, c'était dans Super Training. Mhm. Tu sais, en gros, lui, il parle d'action musculaire Ouais. et pas de régime. Et en fait, quand tu commences à raisonner là-dessus, tu te dis, ah ouais, en fait, tu sais, les muscles, ils ont des profils amplitude-force. Et en fait, ça fait beaucoup de liens avec ce que j'expliquais tout à l'heure, tu vois, la logique de l'activité. C'est que, ok, t'es fort, ouais, mais t'es fort dans quelle amplitude? Est-ce que dans tel contexte, tu vois, genre, quand tu te prends une cabane en ski et que t'as les pieds qui montent derrière les oreilles parce que t'es en train de faire rouler boulet, bah, c'est là où tu te blesses, tu vois. Et tout le monde dit, ouais, mais il faut faire de la force pour prévenir les blessures. Ouais, mais tu vas pas squatter avec les pieds derrière les oreilles, tu vois ce que je veux dire? Ça va être problématique. Et tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est un peu ce truc où, ok, être fort, c'est quoi? Et en fait, c'est une notion qui est un peu floue, telle que moi je l'ai comprise, en fait. Je pense que aujourd'hui, ma manière de travailler, en fait, c'est surtout lié à mes incompréhensions dans mon parcours, tu vois. Et du coup, quand chaque fois je voyais un truc, ça redéfinissait pas mal de concepts, et en fait, ça brouillait plus que ça m'apportait des solutions. Ouais. Et du coup, en fait, j'essayais un peu de éclaircir ça, tu vois. Et du coup, quand tu commences à faire tes liens avec... ok, les Américains, ils fonctionnent par régime de contraction, les Russes, c'est par action musculaire, tu vois. En gros, si on schématise à peu près les courants et les livres que tu peux retrouver. Et du coup, en fait, quand tu mets ça, tu te dis, ok, en fait, tout à l'heure, je te parlais de signal sur l'iso inertiel. Et quand tu te rends compte qu'en fait, le mouvement, c'est un signal, la technique, c'est un signal, et que t'as beau être le meilleur du monde, si techniquement t'es nul ou tactiquement t'es nul, bah, tu gagneras pas tu gagneras pas ta course, enfin, dans la majorité des disciplines, mais tu vois, dans des disciplines ouvertes. Tu vois, et du coup, tu te dis, ben en fait, pourquoi personne fait de prépa physique? Pourquoi la prépa physique, c'est le parent pauvre de la performance? Peut-être parce qu'on l'a pas replacé au bon endroit, ou tu vois, dans la bonne logique. Et du coup, quand tu commences à remettre ça dans ce contexte-là, aujourd'hui, ben, je me dis, ok, mon athlète, je le vois bouger, je vois qu'il y a ça qui va pas. Et du coup, on en revient, tu sais, au développement technique de, il faut bouger comme ça pour la discipline. Ouais, mais peut-être que lui, il a trouvé une autre stratégie. Mais pourquoi il a trouvé cette stratégie? Parce qu'il est peut-être pas capable de faire autrement. Par quoi il est limité, tu vois. Et en gros, en fait, c'est là où l'iso inertiel, en fait, ça aide beaucoup parce que ça lève beaucoup de limitations et en fait, ça joue sur des structures long terme et court terme, tu vois. Et l'avantage, c'est que tu peux jongler avec tes régimes de contraction, tu peux nuancer. Est-ce que je veux plus d'excentrique, plus de concentrique, plus d'isométrique, tu vois. Et du coup, tu en reviens dans tes cycles étirement-raccourcissement et dans tes des qualités d'inversion au final. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait de exercice de restitution pour étalonner la fatigue. Mais en fait, aujourd'hui, chaque mouvement technique et chaque chose que tu fais dans ta discipline, elle est liée à un cycle d'inversion. Tu vois. Après, c'est des timings et des synchronisations par rapport à ton environnement. Est-ce que la vitesse angulaire de mon coude par rapport à mon genou fait que mon bras se retrouve à tel endroit ou à tel endroit, tu vois. Et du coup, quand tu commences à créer ta synergie et ta synchronisation globale, ben, l'iso inertiel en fait te permet de modifier ça et du coup d'engrammer au niveau moteur toute cette logique là derrière en fait. Et du coup, t'es dans du ok, l'excentrique c'est pour faire de l'hypertrophie, oui. Si tu veux te réduire à ça, tu vois. Mais comment je fais pour aujourd'hui venir influencer la globalité du mouvement de mon athlète? Parce que ma logique, c'est la performance, et que du coup, pour être ça, il faut que derrière ça fonctionne, tu vois. Et en gros, une fois que tu viens mettre ça, ouais, l'excentrique, ça joue telle zone hémisphérique. Ah oui, ben, le mouvement, il se fait au même endroit, tu vois, enfin, ou à côté. Ouais, je comprends. Tu vois, tu parles de. Enfin, on a plein de courants de plein de domaines différents, tu vois. Et du coup, c'est. Ah ouais, mais en fait, mon énergétique, il est au service de ma structure. Tu vois, j'ai la meilleure voiture du monde, j'ai les pneus crevés. Tu vois, ça marche pas. Aller loin. Tu vois, ou alors j'ai pas de stock énergie. En fait, j'ai la meilleure essence, meilleur moteur, mon carburateur il marche pas, tu vois. Ah ouais, ben, l'iso inertiel, vu que ta structure au niveau cellulaire et mitochondrial, tu vas optimiser les stocks énergétiques et la manière dont tu les utilises, tu vois. Ok. En fait, on parle de signal, mais en fait, la tension mécanique, c'est du signal. La tension mécanique, c'est du signal.
Et ce signal a des impacts Ouais. biochimiques, structurels, nerveux, psychologiques. Enfin, tu vois, en fait, tout est hormonal et électrique dans le corps. Et du coup, une fois que tu raisonnes comme ça, l'iso inertiel, tu l'emmènes d'une manière ou d'une autre. Et ça reste un outil, tu vois. Parce que il y a plein de moyens d'influencer tout ça. Mais aujourd'hui, moi, quand j'étais bloqué, en fait, en tant qu'entraîneur et, tu vois, dans mon parcours d'apprentissage, bah, genre, c'est arrivé comme une solution un peu... Waouh, ça m'a aidé, Miracle. tu vois. Enfin, pas miracle, mais Ouais, 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 mais je c'est comprends. plein de choses que j'arrivais Qui pas à faire. débloque. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression aussi que ça permet une plus grande liberté de mouvement. Ouais. Parce que, enfin, j'exagère, hein, mais un squat, c'est un squat. Ouais. Alors, oui, tu peux varier la position des jambes, tes bras, etc. Mais ta position de buste, ça va être quand même compliqué. Ouais. Alors que sur l'iso inertiel, j'imagine que tu peux le faire. Si tu as juste un harnais qui te sent, qui te tient, Ouais. des choses qui sont faisables, non? Ouais, en fait, je sais plus qui c'est qui parle de concept de répétition sans répétition. Et en fait, l'iso inertiel, c'est ça. C'est-à-dire que chaque répétition est de haute qualité et différente pour apporter une stimulation complète et globale à l'athlète. Et en fait, une fois qu'on met ça en place, ben, en gros, moi, la manière dont je structure les choses, c'est qu'il y a des niveaux de spécificité avec des objectifs plus ou moins différents qui agissent chacun sur des sphères différentes de la performance. Ouais. Et ça, tu le périodises ou ponctues en fonction de tes objectifs et les rebonds de performance que tu as envie d'avoir derrière, tu vois. Et du coup, une fois que tu mets ça en place, tu ouvres ou tu fermes ta situation et tu t'adaptes à ce que l'athlète va rencontrer. Tu vois, un nageur, il aura tel niveau de fluctuation dans ses reps, tu vois, qui sont liés à son contexte. Un coureur, il aura encore autre chose. Et tu vois, les sports co, ça sera encore autre chose, tu vois. Et en gros, c'est cette méthodologie-là qui est un peu, tu vois, périodisation technique. Mais sauf que bah, le physique est au service de la technique. Et tu vois, quand on parlait de restitution, en fait, la restitution, c'est une qualité physique qui s'exprime techniquement, tu vois. C'est un peu comme ça que moi, j'ai construit ma manière, tu vois, de faire et qui permet un peu d'influencer sur toutes les sphères de la performance. Et en gros, selon comment tu vas venir ouvrir et te dire, ben, ok, j'ai des grands patterns, tu vois. T'as les patterns push-pull, tu vois, voilà. Classique. Mais du coup, c'est quelle est la correspondance dynamique de ce pattern dans ma discipline. Et en fait, on s'aperçoit que si ce pattern, on le met à tel moment de la saison ou à un autre moment, il n'a pas le même effet, tu vois, en termes de transfert technique. Et que, tu vois, au même titre que les gens font des pics de forme physique, tu vois, j'affûte ma charge de tant de pourcents, mon volume, je réduis de tant de pourcents, etc. Ben, en sport co, en fait, eux, ils périodisent des qualités techniques, par exemple, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me dis, ben, putain, mais c'est ouf, parce que nous, par exemple, dans les disciplines que j'avais, les gars, ils se blessaient parce que techniquement, ils étaient fatigués. Tu vois, t'es en ski ou t'es en vélo, tu vas tomber, mais parce que t'as trop de sollicitations cognitives et t'as plus réussi à les gérer et que, tu sais, j'ai ouvert la main en tenant mon guidon parce que j'étais fatigué, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, t'es là et en fait, tu te dis, ok, en fait, comment, du coup, je peux réussir à manager l'engagement parce que c'est quand même des choses où les gars, il faut qu'ils, psychologiquement, ils soient bons. Mais le physique va rester, tu vois, va être en fait cette base-là. Et du coup, une fois que tu amènes tout ça, tu te dis, ok, en fait, je manage ma doge. Un peu ce que Stéphane explique, tu vois, où il n'y a pas de pic de forme, en fait. Tu manages toujours un petit peu au-dessus de la demande de match. Ouais, c'est ça, mais de manière plus différente parce que nous, par exemple, en vélo ou dans d'autres disciplines, la chance qu'on a, c'est que le parcours, tu le connais, tu vois. Ouais. Donc, du coup, tu vas te dire, ok, en fait, j'ai un objectif principal de saison, j'ai plusieurs manches sur lesquelles j'ai un général où il faut que j'arrive à être constant. J'arrive dans ma saison et je sais que, bah, tu vois, moi, la plupart des athlètes que j'ai, ils arrêtent l'école à juin, tu vois. Ouais. Donc, en gros, tu te dis, bah ouais, mais en fait, je sais qu'à partir de telle date, je vais avoir telle liberté, tu vois, ou telle ressource disponible qui va se rajouter, comment je fais pour l'organiser, etc. Et pareil, dans la logique long terme, on disait, ok, tu veux passer pro ou tu veux aller au meilleur niveau mondial. Ok, aujourd'hui, c'est quoi les standards de la discipline? Et il faut que tu aies ça, ou telle qualité, seuil, mais techniquement les mêmes choses, tu vois. Et du coup, une fois que tu mets ça en place, c'est ok, ben, je travaille les sauts ou le freinage.
tu vois. Bah ok, en fait, ça, je vais le faire maintenant, mais parce que je sais que je vais le répéter l'hiver dans tel domaine. Et tu vois, en fait, je vais repasser un cap et refaire mon truc. Et que si tu as un parcours qui est pas forcément sollicitant sur telle chose, ben, tu vas soit pouvoir fatiguer cette qualité puisqu'elle sera pas sollicitée, tu vois. Et en fait, c'est un peu ce que faisait le foot sur certaines qualités, où en fait, selon le match et l'adversaire qu'ils avaient, ils savaient que l'équipe avait telle signature de jeu. Et du coup, ils savaient que, ok, sur le papier, on peut les battre. La phase finale, ça sera contre telle équipe. Nous, on est en demi. Du coup, on anticipe, si tu veux, le rebond de qualité pour dans 15 jours parce qu'on sait qu'on a la finale. Par contre, là, il faut qu'on maintienne telle qualité parce qu'aujourd'hui, on a tel obstacle, tu vois. Et en fait, c'est un peu comme ça que le sport co, tel que je l'ai vu, tu vois, fonctionnait. Et c'est une méthodologie qui est assez innovante et peu de clubs en Europe fonctionnent comme ça. Mais par contre, le dénominateur commun, c'est que c'est les meilleurs clubs en Europe dans le foot qui fonctionnent comme ça, tu vois. Et ça, quand j'ai commencé un peu à le mettre dans des sports individuels, c'était une méthodologie qui est différente de la culture, tu vois. Et donc ça, c'est compliqué. Mais par contre, si tu regardes les marqueurs objectifs, tu vois, nous, par exemple, l'exemple, c'est les athlètes, ils ont 9 mois de saison, à peu près. Et tu sais, il faut qu'ils coupent 3 semaines. Tu sais, c'est comme ça. C'est, ouais, mais coupe 3 semaines et tu retournes à l'entraînement. Ouais, mais en fait, c'est dommage parce que tu perds 3 semaines, tu vois. Et que quand tu es en déplacement, en ci, en là, etc., c'est compliqué. Et du coup, tu te dis, ouais, mais en fait, tes 3 semaines, je vais les faire, mais on va continuer à s'entraîner, mais tu vas couper telle qualité, telle qualité, telle qualité. Ou alors, je sais que cette qualité, on en a plus besoin, entre guillemets. Oui, tu as atteint le niveau minimal requis. Ouais, ton niveau est bon. Et une fois que tu connais tes effets immédiats, moyen terme et long terme, tu sais que cette qualité, elle a tant de mois avant de rebaisser, tu vois. Donc, en gros, tu te dis, vas-y, je me cale dessus et je jongle, en fait, entre mes trucs. Et la différence, en fait, entre le sport individuel et le sport co, c'est que eux, la chance, ils ont un collectif à faire tourner. Et donc, du coup, ils peuvent se permettre, en fait, de dire, eux, ils vont plus loin parce que eux, ils matchent avec les profils de personnalité. Et du coup, ils savent que tel système de jeu et tel profil de personnalité ensemble vont créer ça. Tu vois. Et eux, en fait, une des sphères qui est socio-affective, en gros, une des sphères de la performance qu'ils ont, c'est domaine socio-affectif. Et du coup, dans les entraînements, ils vont faire des entraînements socio-affectifs. Où, en gros, c'est un peu ce que parfois je mettais, où tu sais, quand je te parlais, l'athlète, il veut pas voir qu'il a ce problème. Tu sais, il essaie de dire non, mais ça va, je m'adapte, tu vois. Et que quand tu rentres dans des entraînements durs, où tu sais, c'est l'entraînement où tu te prends la tête avec lui, tu vois. Et eux, ils faisaient exprès. Parce qu'ils savaient que dans une finale de Champions League, de Coupe du Monde, etc., t'as l'autre, il va te faire un tacle, il va te faire une faute, il va te pousser émotionnellement, tu vois. Et en fait, au même titre que ce que Stéphane disait, où en fait, il faut que tu sois au-dessus de la demande du match pendant l'entraînement, ouais, mais pourquoi tu ferais pas la même chose au niveau psy, tu vois. Et du coup, ils faisaient exprès de matcher des profils de personnalité qui pouvaient pas s'entendre pour pouvoir en fait mettre une charge psy, tu vois, qui aille là-dedans. Super malin. Et du coup, c'était ouf parce que du coup, l'entraîneur changeait totalement de casquette, tu vois. Et en gros, en fait, ça recolle en fait parce que du coup, pour en revenir du coup à la question, c'était se dire comment en fait avec du physique je peux réussir à aller plus loin. Mais du coup, aujourd'hui, on sait que la personnalité, etc., c'est des hormones, c'est du biochimique, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, on sait que en faisant tel entraînement, tu vois, tu fais un Burn the Question ou un Disney December, ça va pas avoir le même effet sur toi, tu vois. Tu fais telle séance respiration, irritabilité va monter, surtout si tu arrives dans tel état. Et du coup, en fait, tu vas faire pareil avec l'iso inertiel, où en gros, tu sais que, ok, j'ouvre ma situation motrice, je lui tape dedans au niveau mémoire. Parce que du coup, il l'a jamais connu. Ah ouais, anxiété, boum, ça monte. Tu vois. Ok, je lui ferme. Ok, confiance qui remonte, tu vois. Tu vois, et en gros, en fait, tu viens jongler dans tes choses comme ça. Et du coup, en fait, t'appliques juste des concepts qui sont dans d'autres sports, mais que tu peux ouvrir. Et aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'autres outils que l'iso inertiel qui me permet de faire ça. Parce qu'après, tu fais une barre, c'est une barre, un kettle, c'est un kettle. Mais au final, tu seras toujours dans le même signal, en fait. Et du coup, le but, c'est de pouvoir varier le signal et varier, en fait, la charge cognitive parce que du coup, c'est la manière dont tu perçois l'exercice. Et on en discutait à table, tu vois, où j'étais arrivé, premier jour de master, le mec, il me fait un cours, tu sais, comment construire un exercice. Tu sais, moi, j'arrive tout fier et tout, genre,
il se fout de moi, quoi. J'ai fait 3 ans de fac et il va me montrer comment on fait un exercice. Ah ouais, en fait, non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on ne sait pas construire un exercice, tu vois. Et du coup, quand tu commences à construire cet exercice et tu comprends les différents leviers, en fait, il faut le voir un peu comme... tu vois ta table de mixage, où en fait, tu as tes différentes sphères, tu vois, dont le socio-affectif fait partie. Et en gros, tu vas venir moduler et mixer et monter une chose ou une autre dans ta séance, enfin, dans ton exo. Et du coup, derrière, tu sandwiches des situations où tu viens dire, par exemple, tu vois, je veux plus d'excentrique, je veux plus d'imprévisibilité, je veux plus de, j'en sais rien, de métabolique, je veux plus de stabilité, de gainage, tu vois, je veux plus de force max. Et en gros, du coup, j'en viens à créer une situation où l'athlète, je lui mets un environnement, soit je me débrouille pour qu'il trouve les clés très facilement, soit au contraire, je le mets dans le dur, je le mets dans le dur. Et ça, en fait, tu le fais matcher avec les qualités. Un mec qui a déjà une base de force, je peux lui mettre de la force, il sera facile. Tu vois, un mec qui est déjà très bon métaboliquement, tu vois. Et du coup, en fait, tu viens un peu cibler ces choses. Et en fait, on s'aperçoit que si le mec il est déjà bon en force, mais que je lui mets pas assez souvent dans les limites, ça change. Tu vois, donc en gros, tu vois, c'est quand les gens ils parlent de vagues, tu sais, de surcompensation, etc. Tout le monde pense à la montée, mais personne ne pense à la descente. Tu vois, enfin, du coup, c'est ok, qu'est-ce qui se passe quand je suis en bas? Parce que à un moment donné, tu dois y passer. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que l'athlète il peut être performant et continuer à avoir un niveau qui colle avec la discipline quand il est en bas? Et en gros, c'est quoi ta moyenne? Et le but, c'est ton écart type d'un peu le moduler, le comprendre. Tu vois? Et du coup, en fait, l'iso inertiel, c'est un outil qui m'a permis de faire ça dans certaines sphères, tu vois, parce que à un moment donné, enfin, tu fais du foot, il faut que tu saches taper dans un ballon, tu vois. Mais par contre, c'est un outil qui t'aide à faire ça, tu vois. Et tu vois, aujourd'hui, attends, cet été, ils ont commencé à mettre des vidéos d'entraînement, tu sais, de la prépa du Barça. Ouais. Et je voyais tous les mecs d'Instagram qui commencent à critiquer, ouais, non, mais c'est pas de la prépa physique. La prépa physique, il faut de l'intensité, il faut ci, il faut ça. Tu sais, ils récitaient leurs cours, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, je sais pas, mais c'est par rapport à la logique de l'activité, ça fait du sens, tu vois. Et le nouveau prépa du Barça, c'est le gars que j'avais en cours, tu vois. Et en gros, il nous expliquait, il nous dit, ouais, non, mais c'est comme ça, tu vois. Et là, il sort ça. Et en fait, ça fait du sens. Parce que quand tu comprends les concepts qu'il y a derrière, tu te dis, plus jamais, enfin, pourquoi le mettre sur un squat? Tu vois, pourquoi le mettre sur une situation aussi pauvre qu'un squat pour sa discipline ou pour l'objectif que tu veux lui donner au joueur, tu vois. En fait, c'est pas que le squat, ça sert à rien. Tu vois, c'est que pour un athlète qui joue en équipe première au Barça, du squat, il en a fait avant. Tu vois, ou son niveau de force, ou sa discipline et son contexte. Aujourd'hui, c'est les gars, un footballeur, il a plus de soucis de gestion d'emploi du temps que des entraînements, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en gros, le problème, c'est que si tu lui mets un squat, il va mettre 3 jours à récupérer, ou enfin voilà. Bah ouais, mais pendant 3 jours, sauf que quand il sort du truc, il est overbooké, tu vois. Tu vois, alors que l'iso inertiel, comme on en revient tout à l'heure, c'est dose minimale effective super faible, ROI super élevé, tu vois. Et c'est là-dessus où tu te dis, si je dois aller au plus efficace, au plus économique en termes de fatigue, et le plus d'effet, parce que souvent, je sais pas si c'est péjoratif ou pas, mais tu sais, quand on a beaucoup de résultats, on dit ça tient pas. Tu vois? C'est plus t'as des résultats hauts et rapides, moins ça tient. Et en fait, là, on commence à avoir, ouais, tu vois, années 80, là, ça fait un peu plus de 20-30 ans qu'on a des études là-dessus, tu vois. Ouais. Et tu vois, l'exemple sur des croisés, c'est que les gars, ils les suivent pendant 2 ans, des footballeurs de première division. Ils ont moins de risques, enfin, ils ont moins de taux de récidive sur les croisés avec de l'iso inertiel, tu vois. Donc en gros, aujourd'hui, le gars qui se dit ouais, ça fonctionne pas ou ça tient pas dans le temps, si tu veux, je te donne les 1500 études qui sont sorties là-dessus. Et tu vois, du coup, si aujourd'hui ça marche pas, c'est pourquoi j'arrive pas à l'adapter à mon contexte de travail, tu vois. Parce qu'il y a des gars qui ont réussi à le faire. Et après, aujourd'hui, c'est de réussir à avoir des produits qui sont suffisamment ouverts pour pouvoir les adapter, tu vois. Parce que sinon, j'ai une machine pour faire telle chose, j'ai une machine pour faire telle chose, j'ai une machine pour faire, tu vois. Et du coup, tu tombes dans une dépendance, mais le but, c'est pas ça, tu vois. C'est ça une des problématiques. Oui, tu parles des différentes machines. Effectivement, si pour faire un squat, il me faut une nouvelle machine, plus ça, sachant que
tout le milieu sportif, ça fait 50 ans qu'ils accumulent du matériel. Ouais. Et là, en gros, il faudrait jeter tout le matos pour remplacer. C'est une vraie contrainte. Aujourd'hui, ça se présente comment une machine d'iso inertielle? Ben, Quelle forme ça a de manière générale? j'ai envie de te dire, ça prend toutes les formes, tu vois. Aujourd'hui, tu as des machines qui tiennent dans la main et qui font moins d'1 kilo. Et après, tu as des machines qui sont branchées électriquement avec des moteurs et qui font... t'as besoin de la pièce que pour la machine et tu vois, elles font 2 mètres par 3 et voilà, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, tu as tout en iso inertiel. Et le but, en fait, c'est de réussir à comprendre quel besoin j'ai, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, tu fais que de la réhab et tu es un centre de rééducation, bah ouais, tu peux te permettre d'avoir une machine aussi grosse qui bouge pas parce que tu as une pièce dédiée et que tu vas faire que de la réadaptation tissu conjonctif et tissulaire et tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, ok, je sais que c'est tel stimuli et la machine elle me permet de le faire, tu vois. Je fais que de la personne âgée et je me déplace en domicile, bah ouais, prends la petite la petite qui tient dans la main. J'ai envie de te dire, t'auras pas de qualité d'inversion qui sera pertinente, tu vois. T'auras pas un vrai retour excentrique, mais pour de la personne âgée et du sport santé, ça sera mieux que rien. Tu vois, ça sera mieux qu'un élastique, donc du coup, fais-le. Tu vois, genre, ça c'est top. Par contre, aujourd'hui, t'es un centre de performance, t'accompagnes des athlètes individuels, sport co, t'as de la pathologie traumatique, tissulaire, tu dois faire du technico-tactique, tu vois. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que les kinés, tu vois, par exemple, ils prennent de plus en plus de place dans la rééducation, alors qu'avant, tu sais, il y avait un peu un vide dans réathlé et tout ça. Et aujourd'hui, on voit tu sais, les kinés, ils font de plus en plus de situations RTP, tu vois. Et du coup, c'est de se dire, parfois c'est super, parfois t'as des trucs qui ressemblent à du cirque comme pas possible, tu vois. Et du coup, c'est de se dire, ben, au lieu d'arriver et de... Tu sais, ça part le gars, tu te dis, il a vraiment réfléchi à son truc, à sa réhab et tout, il amène le joueur sur le terrain, donc déjà, tu vois, il lui met des crampons, tu vois, il se remet sur la surface, etc. Alors que ben, c'est mieux que de faire du step dans le cabinet, tu vois ce que je veux dire? Ou de, tu sais, se mettre sur les plateaux qui tournent et au bout d'un moment, t'as besoin de passer à autre chose, tu vois. Et du coup, t'es là, mais tu lui mets des lumières dans tous les sens, un élastique, tu vois, au genou parce que du coup, il faut, tu vois. Et du coup, c'est pas que c'est pas bien, mais tu bosses avec des athlètes, donc ce que tu veux en tant que kiné, prépa, entraîneur, c'est que ton athlète, il revienne au meilleur niveau le plus vite possible, tu vois. Et la chance que t'as, c'est que t'as plein de connaissances, mais du coup, va pas t'enfermer dans une culture, tu vois, de répétition. Prends les outils quand ils sont pertinents pour les mettre. Et du coup, t'es là en mode, ok, c'est quoi la situation traumatique? Bah ouais, ok. Ah ouais, c'était un freinage. Ok, ben je monte le curseur excentrique. Tu vois. Ah ouais, non, c'était une accélération. Ok, mais c'était une accélération après un changement de direction ou avant un changement de direction, tu vois. C'est pas la même chose. Et du coup, t'es là, ok, ben avant, ok, c'est telle chose. Après, ah ouais, ben peut-être que ton vestibulaire, t'en as peut-être, tu vois, il y a peut-être un truc qui perturbe, tu vois. Et du coup, tu mets ta logique comme ça, et du coup, ta machine, en fait, elle rentre comme une pâte à modeler qui vient en fait se coller à la réhab dont tu as besoin. Et la chance que tu as, c'est que certaines machines, pas toutes, bah, elles ont des datas qui parlent, tu vois. Et moi, l'iso inertiel, je le vois comme en fait la continuité de l'isocinétisme. Tu vois, où en fait, dans ta réhab, tu as un peu je sais pas une frontière, mais j'aime pas parce que Schengen, on peut passer, il n'y a pas besoin de passer à la douane. Mais du coup, t'as le clinique et après, t'as le paramédical ou l'entraîneur, tu vois. Et du coup, t'as l'isocinétique qui est la clinique. Mais après, qu'est-ce que tu fais dans tes tests de RTP, tu vois? Ben, je fais mes tests d'amplitude, je fais des plateformes de force, je fais du tensiomyographie, je fais de l'écho, tu vois, on peut faire plein de choses, tu vois. Mais concrètement, est-ce que tu vas pouvoir embarquer un appareil dans le geste qui était problématique avant et avoir une vraie data? Bah, il y en a pas beaucoup, tu vois, des appareils. C'est hormis des GPS et des accéléros que tu vas pouvoir mettre sur l'athlète en disant, ok, quand il freine, il passe de 20 à 5 km/h en temps de secondes, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, un GPS en sport co, il te le donne. En moto, ils ont des accéléros sur le casque, tu vois, ou en foot américain, tu vois, c'est les mêmes quand ils prennent des impacts et ça calcule. Et du coup, ils savent les nombres de jets qu'ils reprennent. Dans les dentiers et tout. Ouais, voilà, du coup, dans les crampons, dans plein de choses. Et du coup, en fait, une fois que tu mets ça en place, tu te dis, ok, mais le problème, c'est que ça, je peux pas le comparer avec un test isocinétique que le chirurgien m'a validé. Tu vois, donc le chirurgien, en fait, il te revoit un an après, il te fait l'écho ou ce que tu as besoin, il te dit, oui, c'est bon. Ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que ça marche? Tu vois?
Ouais, la structure est ok. Ouais, c'est ça, la structure est ok, mais par contre, est-ce qu'elle est capable de bouger correctement? Et tu vois, aujourd'hui, ok, c'était un changement de direction ouvert. Ok, c'est pas la même chose qu'un changement de direction croisé. Est-ce qu'il y avait un impact? Est-ce que l'impact, il était au niveau de tel levier ou pas? Tu vois, c'est pas la même chose de prendre un coup d'épaule qu'un tacle. Ouais. Tu vois, et du coup, t'es là, ok, et du coup, tu viens mettre ta perturbation. Et du coup, on en revient à ce qu'on disait, le levier perturbation. Ouais, mais il est à quel curseur, tu vois, mon levier perturbation, je le mets. Très bien. Tu vois, est-ce que j'ai une appréhension sur le genou ou pas? Tu vois? Est-ce que. Et du coup, tu peux avoir tout nickel. Si t'as une appréhension sur le genou, tes inhibitions motrices, elles seront là. Tu vois? Donc, du coup, comment je stimule une inhibition motrice quand. Dans mon geste sportif? Parce qu'aujourd'hui, le kiné, il le fait très bien. C'était quand je discutais avec des kinés qui sont spécialisés là-dedans. Ils me disent, j'ai des résultats ultra rapides et ça fonctionne. Tu vois, genre, ils bossent en collaboration avec le chirurgien. Et le gars, il m'expliquait qu'en fonction de la technique utilisée et de si le chirurgien avait pris plus ou moins de temps, tu sais, si l'opération était plus ou moins compliquée, sur notamment le prélèvement de la greffe, tu vois, du coup, lui, ça lui mettait plus ou moins de complications sur l'inhibition motrice, tu vois. Genre, du coup, tu vois, aujourd'hui, il y a des kinés, ils sont capables de faire ça, c'est ouf. Ouais. Tu vois, et du coup, voilà. Donc ça, il le fait, ça, je le fais direct, je l'identifie. Tu vois, genre, j'ai compris qu'il y avait ça comme répercussion, etc. Ok, il fait tout dans le cabinet. Ouais, mais le footeux, quand il revient et qu'il a des tribunes remplies et que c'est le joueur titulaire et que toute l'équipe compte sur lui parce qu'il s'est déjà blessé, tu vois. Est-ce que l'inhibition motrice, elle revient ou pas, tu vois. Et du coup, ça, tu le sais pas encore, tu vois. Et donc, du coup, ton curseur psy, émotionnel, tu vois, toutes ces choses-là que tu as pu travailler à l'entraînement grâce à l'iso inertiel qui était plutôt physique, tu vois, ou musculaire, du coup, tu peux recréer ces situations-là de manière beaucoup plus ouverte. Donc, tu pars d'une situation très fermée. Je fais du squat, je refais de la comment ça s'appelle, de l'hypertrophie. Tu vois, pareil, aujourd'hui, les tendons, on a des protocoles tendons, tu vois. Ouais, mais ils sont moyennement stimulés. Ouais, l'iso inertiel, ils sont allés vérifier à l'écho ils sont allés vraiment vérifier à l'imagerie les structurations, le signal tendineux et la matrice, comment elle se restructurait. Ça prend pas des semaines, hein. C'est 24-48 heures et c'est plié. Ouais, j'ai fait des exemples. Tu vois, on a tous des sportifs qui ont des un peu pathologies chroniques où dès que tu sens qu'il est fatigué, je sens que ça tire un peu sur un tendon rotulien, sur un TFL et tout. Et tu sais, des fois, tu es là, puis tu craches et tu dis, ok, je remets 15 jours, 3 semaines à le récupérer parce que, tu sais, j'ai trop poussé. Peut-être mets une routine de 5 minutes, parce que l'iso inertiel, en fait, c'est ça, c'est que la force, une séance de force, si tu veux travailler, et ça met 45, 1 heure, ça met du temps, tu vois, de développer. Ouais. Tu vois, à l'iso inertiel, tu peux faire une séance de qualité de force de 10 minutes, tu vois. Et t'as les gains et tes plateaux, ils tiennent, tu vois. Ok. Tu vois, donc du coup, tu fais une séance structuration de tendon 5 minutes en début d'échauffement. Tu sais, genre en mode. Tu sais, au lieu d'aller faire un truc à l'élastique pour donner bonne conscience, mais qui va pas forcément avoir les répercussions sur ce domaine-là, tu vois. Du coup, tu vois, tu peux venir plugger ces choses-là. Et pour moi, l'iso inertiel, il faut que ça soit sur le terrain. Tu vois, la finalité, c'est. En fait, c'est. Au début, je t'expliquais. L'athlète, il a un parcours, il a des compétences. Et en fait, le but, c'est il démarre en salle ou il démarre parce qu'il faut démarrer par quelque chose pour lui donner des capacités et lui donner, le faire progresser. Mais rapidement, il faut que tu lui mettes plus de stimulation. Et le but, c'est de se dire, ramène une barre de squat dans la piste d'athlée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les a, tu vois. Genre sur le bord d'un terrain de foot, tu vois. Alors que par contre, tu vois, t'es lanceur de javelot, tu vas faire ton exo spécifique parce que tu sais que t'as une problématique de synergie d'épaule dans ton lancer. Tu fais ton exo à l'iso inertiel puis tu vas lancer ton javelot. Je te garantis que c'est parlant en termes de data. La distance, ça bouge instantanément si c'est bien calibré. Tu vois, et il y a eu des tests sur plateforme. C'est Stabilo, ouais, c'est ça, tu sais, où il mesure tes points de pression et ton centre de gravité. Et les gars faisaient 15-20 secondes d'iso inertiel. Le centre de gravité, il changeait totalement, il se rééquilibrait. Et le gars se redressait comme on pourrait faire en posturo, c'est quand on fait une étude statique. Et en fait, le gars, par adaptation et par contrainte, il se réorganisait, tu vois. Et du coup, en fait, on en revient à ce que. Tu vois, en fait, les situations technico-tactiques où en fait, on venait
chercher une réorganisation, une stratégie de l'athlète, ben, déjà sans le vouloir, et la seule chose qui peut être en fait mauvais à l'iso inertiel, c'est de dépasser la capacité de travail de l'athlète. Et là, par contre, c'est mort. C'est les exemples qu'on a où les gars, pendant 3 jours, 4 jours, ils peuvent pas marcher. Ouais. Mais sauf que l'iso inertiel, c'est absolument pas un outil qui fait des courbatures, même au contraire, tu vois. Genre, l'iso inertiel, tu vas. Moi, je me souviens un trailer, tu sais, qui faisait beaucoup de casses excentriques en descente, tu vois, sur des longues descentes. Ben, ou tu sais, des sport co, beaucoup de contacts, des choses comme ça. Ben, le lendemain de compétition, on faisait un protocole spécifique à l'iso inertiel. On gagnait 24 heures sur l'arrêt et la sensation des courbatures, tu vois. Ok, je pensais pas. Du coup, tu gagnes dans ta semaine, ben, ta séance suivante, tu la mets un jour plus tôt. Ouais, sur l'année, ça te fait quand même pas mal de séances en plus. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est intéressant. Parce que, je grossis le trait, mais pour moi, l'iso inertiel, c'était juste pour aller stimuler de l'excentrique et le taux de développement de la force. C'est à quelle vitesse tu arrives à produire une force max ou quasi max. Ouais. Pour moi, ça servait un peu qu'à ça au départ. Donc là, tu me donnes envie de me former là-dessus. Ouais, non, mais c'est sûr que, en fait, c'est ça. Je pense que c'est un peu ce côté où, tu sais, on veut trop ranger les choses. C'est dans nos formations et dans les choses, on veut trop ranger les choses, alors qu'en fait, tout est lié, tout a un impact sur tout. Et parfois, c'est compliqué de se dire, en fait, je vais faire telle séance qui s'apparente à de la force, et en fait, ça va m'aider sur autre chose. Ouais. Tu vois. Et, je vois très bien. Et du coup, en fait, la chance de l'iso inertiel, c'est que, comme c'est tout le temps individualisé, tu vois, l'exemple qu'on a, c'est que aujourd'hui, si tu veux faire de la force, c'est tant de pourcentage du 1RM, ou tel range de vitesse, tu vois, au VBT. À l'iso inertiel, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux te mettre l'iso inertiel, le charger à fond, bah, tu ne développeras pas ta force max. Je peux te le mettre à vide, peut-être que tu développeras ta force max, tu vois. Ok. Et du coup, en fait, le testing à faire et la manière, en fait, du coup, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir aller mettre ton RFD et tout ça, mais du coup, tu vas en fait aller chercher les autres facteurs qui sont fondation, en fait, tu vois, de ça. Et que si, par exemple, toi, ta force max, elle se développe à telle masse inertielle dans la machine, c'est peut-être qu'il te manque ça, en fait, pour arriver à de la force max. Tu vois. Et un peu, c'est effet domino. Et en fait, la chance de l'iso inertiel, c'est que tu as des résultats plus rapides, plus hauts, mais tu prends pas de raccourci pour y arriver. Au contraire, en fait. C'est que tu as la sensation de prendre un détour, mais en fait, le fait de venir chercher une autre qualité, tu vois, et ben, tout à l'heure, je te disais structurel, métabolique, nerveux. Ben ouais, mais comment tu sais, toi, en tant que prépa, que ton athlète, il lui manque exactement ça pour la force max, tu vois, parce que la force max... C'est un champ large. Tu vois, il y a un champ large, il y a plein de leviers. Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est la synergie? Est-ce que c'est la structure tendineuse? Est-ce que c'est même ton gainage? Est-ce que voilà, tu vois, c'est ton implication? Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Aujourd'hui, effectivement, tu peux le faire avec plein de tests. Tu fais des tests de Bosco, tu fais l'analyse vidéo, etc. Où est-ce que ma chaîne elle commence à se casser, tu vois, ces choses-là. Ouais, mais en fait, je mets de l'iso inertiel, c'est sécurisé, et de toute façon, ça va s'autoréguler pour lui. Je fais mes tests qui prennent 2 minutes. En gros, tu fais ta première série d'échauffement, tu as déjà testé. Et du coup, le gars, ça lui fait le gainage, ça lui fait métabolique, ça lui fait, tu vois. Et du coup, ok, il réagit comme ça à ma séance. Tu vois, mon protocole, c'est 4 fois 10 secondes iso inertiel. Ah ouais, en fait, il est pas fatigué au bout de 4 séries. Tu vois, où j'ai pas mon impact, comme on disait tout à l'heure. Ah ouais, en fait, c'est parce que peut-être, lui, il faut plus pousser dans ce sens. Et du coup, ton protocole, tu l'orientes en disant, ok, en fait, moi, j'ai un cadre, mon athlète, il réagit comme ça au protocole. Comment, derrière, je peux réussir, en fait, à le suroptimiser pour lui, et du coup je vais aller dans ce sens, tu vois, ou dans l'autre sens. Et du coup on en revient à ce que tu sais, j'ai besoin de plus de gainage. Ok, le gainage c'est quoi? Tu vois, c'est tout le monde qui dit je fais du gainage, mais le gainage c'est quoi? Ok, est-ce que ça vient de tel, tu vois, est-ce que c'est du gainage proactif, rétroactif, tu vois, est-ce que c'est du midline, est-ce que c'est tu vois un gainage plus global? Est-ce que c'est une capacité de relâchement? Parce que le gainage, tu vois, t'as l'antidéformation, mais le gainage, c'est aussi se déformer de la bonne manière, tu vois. Tu fais du judo, je pense que tu le sais plus que moi, tu vois. Ça, je me tue à le dire à mes sportifs que je suis. C'est des fois, j'aime bien, moi, le gainage TRX, par exemple. Ouais. Et tu les vois, dès qu'ils débutent sur ça, se contracter, mais jusqu'aux oreilles, quoi. Et là, tu lui dis non, accepte
la déformation sur certaines articulations qui, là, ne te servent à rien dans cette situation-là. Par contre, essaye d'aller capter l'information utile sur qu'est-ce que je dois verrouiller et qu'est-ce que je ne dois pas verrouiller. Et au bout de quelques essais pour les plus doués ou quelques séances pour les moins doués, ils comprennent et effectivement, ils régulent cette position et cette posture. Mais ça prend un moment, quoi. Enfin, parfois, ça peut prendre un moment. Ouais, et en fait, tu vois, quand on parlait de la rapidité des gains à l'iso-inertiel, c'est que l'iso-inertiel, en fait, il a une affordance qui est forte. Où en fait, l'athlète de lui-même, au bout de 2 reps, il sait s'il fait correctement ou mal l'exercice. Parce que si tu sais pas faire l'exercice, l'iso-inertiel, il fonctionnera pas. Tu vois, de toute façon, c'est le principe de fonctionnement, c'est que ça sera pas bon. Donc du coup, l'iso-inertiel, il a une forte capacité d'apprentissage moteur. Tu vois, une forte stimulation motrice. Mais dans la restitution, mais aussi dans l'engrammage moteur. Tu vois. Et du coup, tu vas venir en fait engrammer le fait de dire j'ai jamais une répétition qui est identique, c'est-à-dire que chaque répétition est un nouvel engrammage. Donc du coup, un sportif qui a peu de capacité d'apprentissage, ok, il va te détester quand tu vas le mettre à l'iso-inertiel. Mais par contre, tu vas lui rendre service parce que est-ce que tu le mets en échec dans sa discipline, tu le mets en échec en haltéro parce que techniquement il est pas bon et c'est une discipline, tu vois ce que je veux dire, tu le mets en échec en squat, tu le mets en échec en gainage, et en fait dès que tu vas mettre quelque chose de nouveau et qui va être pertinent pour lui, il va être en échec puisque de toute façon il est pas capable de l'apprendre, tu vois. On connaît tous ces athlètes là, tu vois, genre. Et là tu te dis ok, je fais les deux, je mets une situation où tu vas être en échec, mais par contre elle va couvrir l'ensemble des plans que tu as besoin de couvrir et une stimulation suffisamment riche pour qu'elle soit pertinente sans te cracher. Et après, je te mets une récompense derrière parce qu'il faut quand même que ça se passe bien, tu vois. Un petit carambar. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'avantage, c'est que tu l'as fait bosser, mais derrière, il n'est pas cramé pour aller faire sa restitution qui va lui permettre de valider l'apprentissage, tu vois. Et tu sais, c'est le... Je sais pas, t'as déjà vu des séances techniques où les gars, ils mettent des plots dans tous les sens, ils t'expliquent, ouais, le coude, il est pas comme ça, il est pas comme ça. Ouais, je vois très bien. Ouais, mais du coup, c'est... Ouais, mais déjà, est-ce qu'il sait que le coude, il peut le mettre comme ça, tu vois. Après, est-ce qu'il a la capacité de le faire ? Et après, est-ce qu'il a la capacité de le maintenir, tu vois ? Parce que, ah ouais, t'es trop beau, mais tu sais, t'es trop beau, ton geste, il est super. Ah ouais, je te mets dans un stade, tu sais, finale de Coupe du Monde, ton coude, il ira où il a envie. C'est pas toi qui vas le contrôler, tu vois. En judo, il y a quelque chose qu'on m'a toujours expliqué. On a un exercice qui s'appelle des uchikomi, donc c'est des répétitions techniques. Tu prends un mouvement, une projection, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Et on te dit toujours... exagère le plus possible ton déséquilibre. Tire ta manche au lieu qu'elle soit là, va la tirer au-dessus de ta tête. Moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous fait faire ça ? Parce que finalement, en combat, il y a ça. On t'a dit, oui, mais c'est justement parce que tu es allé jusqu'ici qu'il te reste ça, et c'est déjà pas mal. Parce que si à ta répétition technique, tu t'arrêtes là, bah, ton bras, il sera là. Exact. En fait, tu vas faire 200% pour qu'il t'en reste 80%. Ouais. Et quand tu commences à comprendre ça, et que par la pratique, l'expérience, tu vois que c'est vrai, tu vois les mecs d'un coup avoir des ouvertures beaucoup plus amples et exagérer énormément, prendre des grands pas d'élan. Et pourtant, quand tu les vois en combat, il n'y a plus du tout ça. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que, effectivement, par rapport à ce que tu fais techniquement, sans opposition, dans un cadre complètement stéréotypé, il va te rester finalement une toute petite partie. Mais cette partie-là, au plus tu l'auras exagéré, au plus ça sera grosse, quoi. Donc ça revient un petit peu à ce que tu dis, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais. J'ai une question toute bête, mais est-ce que finalement l'iso-inertiel ne pourrait pas remplacer tout ce qu'on fait en muscu et prépa physique aujourd'hui ? Sûrement. En fait, ça dépend le but, tu vois. Ouais. Je pense que c'était, je sais plus, j'étais intervenu dans un organisme de formation, c'est pour du rugby. Ouais. Donc autant te dire que le rugby, si tu mets pas des barres et du très lourd, c'est compliqué. C'est clair. Et leur question, c'était ça, tu vois. Et la réponse que j'avais eue à ce moment-là, c'était qu'est-ce que tu veux transmettre aux athlètes que tu as ? Et tout ça, ce qu'on disait avec la culture et les valeurs que tu transmets, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif à court, moyen et long terme ? Est-ce que tu veux leur transmettre une culture athlétique ? Tu vois ? Parce que tu sens que c'est important et que c'est des jeunes et que t'as pas d'obligation de résultat, tu vois ? Enfin, dans le sens où il n'y a pas d'échéance majeure. Aujourd'hui, un athlète tu sais, qui a été blessé, il a 2 ans pour préparer les Jeux, ben, il prendra les stratégies qu'il a besoin pour faire les Jeux, tu vois ? Ou un championnat du monde ou autre chose. Tu vois, donc du coup, je leur disais, ben, aujourd'hui, un athlète, il travaillera pas toute sa vie avec moi.
Donc en gros, il fait pas de l'iso inertiel toute sa journée. Enfin, tout le temps, parce que ce que je veux, c'est que quand il sorte, il ait eu quand même une variété d'outils, tu vois, et qu'il sache que c'est une barre, tu vois, c'est quand tu vas à la salle, les poids, tu les mets comme ça, les clippers, enfin, tu sais, tu mets tes sécurités, tu mets ci, tu vois, c'est en mode, t'as une culture et une variété, et qu'aujourd'hui, t'es peut-être pas au niveau suffisamment haut pour aller vraiment au sharp, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vois, ça fait partie des à côté de l'entraînement où en fait, tu vas dire, ok, je vais passer par là parce que je sais que tu as besoin de cette culture et que sur le long terme, ça va t'aider, tu vois. Par contre, derrière, j'ai un contexte d'urgence, une réhab, un truc, voilà. Je vais aller chercher l'outil qui est le plus pertinent à ce moment-là, tu vois. Et si je me rends compte que c'est l'iso inertiel, oui. Mais tu vois, derrière, c'est cette logique-là. Et derrière, tu vois, on a tous été blessés. Tu vois, moi, le premier, j'étais adolescent, tu sais, un peu perdu. Comment je fais pour me gérer, tu sais, va chez le kiné. Ouais, mais ça fait 6 mois que tu me fais de la rééduc, ça va pas, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Tu vois, même toi, quand tu fais de la réhab, est-ce que tu te dis oui, il faut faire les bases et tout, et tu mets 8 mois à faire les bases et que le gars, concrètement, il a pas progressé, il est toujours pas retourné sur le terrain? Où tu te dis, ok, il est revenu sur le terrain, ses bases sont là, les imageries elles montrent ça, les tests et les datas elles montrent ça. Ok, j'ai gagné du temps, mais j'en ai pas fait perdre à long terme, tu vois. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que chacun a un contexte différent de travail, de formation. Est-ce que tu as du staff, t'as pas de staff? Est-ce que l'athlète, il est en prêt dans ton club et tu vas devoir le rendre donc en gros, on va te dire, tu vois, enfin... Tu vois, qu'est-ce que je mets en place? Ouais, il y a des logiques économiques derrière, etc. Tu vois, est-ce que tu es en fin de contrat et du coup tu dois refonctionner pour retrouver une équipe derrière? Est-ce que tu es en fin de carrière et le championnat du monde c'est le dernier et tu veux, tu sais, symboliquement aussi faire ça? Enfin, ou au contraire, tu es tout nouveau et tu vois, tu veux montrer aussi ce que tu fais, tu vois, on en revient à la personnalité. Tu vois, est-ce que tu veux te mettre en devant ou pas? Les logiques fédérales tu vois, il faut quand même que je monte des résultats pour pouvoir accéder à des sélections ou à des choses comme ça. Tu vois, c'est un environnement relativement complexe qui fait que je peux pas te dire oui, l'iso inertiel si ça remplace tout ou pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, et tu peux aller chercher les études ou tu sais l'article qu'on a fait quand les gens vont le lire, c'est aujourd'hui l'iso inertiel dans la majeure partie des domaines qu'on a besoin dans le sport, il fonctionne mieux pour l'instant, tu vois. Ouais. Tu vois, et ça va plus vite et ça amène plus de résultats. Après, si tu sais pas l'utiliser, ça marchera pas, tu vois. Ce que je veux dire, c'est moi, comme tous les outils dans tous les cas. Je suis pas à l'aise en haltéro. Enfin, tu vois, tu t'es formé, mais c'est pas ma spécialité. J'ai pas de, tu sais, c'est pas. Enfin, moi, je trouve pas ça. Je suis pas à l'aise là-dedans. Je suis pas bon là-dedans. Ouais. Mes athlètes, ils font moins d'haltéro, tu vois, parce que. Déjà, tu vois, je vais t'emmener vers aussi là où je sais que je peux tirer 100%. Donc, ouais, c'est un peu ça. Et après, oui, t'as une logique économique d'équipement, t'as pas de place. Un peu, en fait, la plupart des entraîneurs, ils sont dans cette logique-là, tu vois, j'ai pas de salle, mes athlètes, ils courent à droite à gauche et ils arrivent un quart d'heure avant la séance et il faut que j'ai 1 heure, il faut que je fasse tout. L'entraîneur il me prend du temps et il veut pas me laisser de temps de prépa. Je suis pressé et l'athlète il fait n'importe quoi à côté, tu sais, il dort pas et il faut quand même que je lui donne des résultats quand t'es kiné. Enfin bref, tous ces contextes là, je pense que l'iso inertiel il joue un rôle intéressant là-dedans et ça te fait gagner du temps et de la qualité de travail, tu vois, parce que on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui l'entraîneur ou le prépa, tu sais, il passe son temps à travailler de l'ombre pour pas grand chose en fait avec l'athlète, et même dans la performance, tu vois, la prépa physique, on va pas dire que c'est prédominant pour une réussite, tu vois, mais par contre ça y contribue, tu vois, c'est pas assez important pour la réussite, mais c'est suffisamment important pour louper les choses, tu vois. Et du coup, une fois que tu mets ça en place et que tu te dis vas-y, comment je fais, je jongle dans mon emploi du temps, il fait tant d'heures et je peux pas tout caler et avoir de la qualité, tu vois, de proposer une séance de qualité en passant une nuit blanche parce que j'ai, tu vois, eu une nouveauté et tu vois, j'ai cherché des nouvelles méthodes, etc. Aujourd'hui, ouais, l'iso inertiel, ça t'aide grandement là-dedans. Et l'avantage, c'est que plus tu l'utilises, ça se met très facilement en place et t'arrives à te réguler, à le comprendre très facilement. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a un thème que tu voudrais aborder qu'on n'aurait pas encore abordé?
Non, je sais pas. En fait, on a un peu parlé de tout. Tu Ouais. vois, je pense que je suis un peu parti dans plein de domaines, Non, mais c'était trop bien. mais qui, au final, je peux pas te dire, ouais, c'est ça ou c'est ça. Enfin, tu vois, il y a plein de choses où ouais, en fait, tous ces domaines sont un peu liés et ça donne une restitution et un contexte qu'on donne à l'athlète qui, parfois, a une tête différente de tout ce qu'on maîtrise et tout ce qu'on sait, tu vois. Et voilà, tu vois. Mais Ok. du coup, je sais pas si toi, tu avais un domaine parmi les quelques trucs que j'ai explorés où tu voulais approfondir. On approfondira sur une formation. Avec plaisir. On passe aux questions de la fin. Pour toi, déjà, c'est quoi un bon entraîneur? Ah, c'est compliqué. C'est quand tu observes les choses, des fois il y a des situations que tu trouves absurdes et qui fonctionnent et du coup tu te dis ouais, moi j'aurais pas enfin j'ai pas compris ça de cette manière, tu vois. Mais dans le contexte de tu te dis ouais, ça a marché, tu vois. Et du coup, je pense que au final, c'est quelqu'un qui se remet en question, tu vois, et qui essaie de s'adapter à ses athlètes qui a pas de je crois que je sais plus, c'était un coach américain qui disait pas avoir d'attache émotionnelle avec un exercice, tu vois. Mm. Et du coup, c'est pas se dire ah ouais, tu sais, genre, je fais de l'iso inertiel, du coup, tout le monde fait l'iso inertiel, tu vois. Ou, bah en fait, tu dis, ouais, bah, si tu passes 3 mois sur une même situation, c'est que l'athlète a pas encore passé le cap, ou toi, t'as pas trouvé une situation différente pour Ouais. faire progresser, tu vois. Et du coup, c'est un peu ce truc-là de un peu remise en question tout le temps, connexion entre plein de domaines. Et ouais, je pense que, enfin, tous les entraîneurs que j'ai rencontrés et qui je trouvais tu sais, compétents ou qui avaient eu des résultats, c'est un peu ça où en fait ils ont plein de domaines qui ont rien à voir. Enfin, l'entraîneur là, le prépa du Barça, je me souviens en cours, il nous parlait des murs de pierre de Tenerife, tu vois. Genre les murs en pierre sèche, tu vois, genre il était là, il nous disait ouais, c'est trop beau et tout. Enfin, bref, tu vois, genre, enfin, ouais, tu vois, genre Il est a là. croisé des disciplines pour arriver à sa science Ouais, à lui. c'est ça. C'est ça. En gros, il était là, il nous montrait des reportages tu vois, de géologie. Enfin, bref. Et pour lui, ça faisait du sens dans la structure musculaire et la matrice du collagène. Enfin, tu vois, genre un truc qui. Voilà. Et souvent, je trouve que c'est un dénominateur commun entre beaucoup d'entraîneurs qui ont une approche un peu innovante, tu vois. Et plutôt que se réfugier dans la culture et dans l'habitude, essayer de trouver en fait juste une logique, mais une pensée logique sans filtre, en fait. C'est ça Ouais, je qui vois. est parfois compliqué. Ok, trop bien. Est-ce que tu as des livres à conseiller? Des livres qui t'auraient marqué? Ouais, il y en a plein. Enfin, souvent, je me faisais la réflexion, je me dis, en fait, j'ai plus avancé avec des livres que en faisant des cours et à la fac dans le parcours. Tu vois, c'est Hmm. plus ça. Après, il y en a plein. Et celui que j'avais réussi à trouver, et on m'en avait parlé, on m'a dit, ouais, lui, tu le trouveras jamais. C'était Force de. Ou La Force de Emmanuel Lejar. Lejar. Et je me souviens, je l'avais trouvé à un vide-grenier. Et genre, j'étais là en mode, vas-y, c'est le destin. Ouais, tu m'as dit ça, putain, t'as vraiment de la chance. Ouais, ouais, et en plus, ouais, non, mais c'était ça. Et du coup, bah, c'était d'ailleurs Anthony Baptiste qui m'en avait parlé. Ouais. Et Ouais. quand je lui ai dit, je lui ai envoyé la photo, il m'a dit, waouh, mec, t'es un fou, comment t'as fait? Tu sais. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre qui est plus édité, Ouais. qui est une référence absolue en prépa physique, mais qui vaut quoi, entre 100 et 200 balles le livre. Je sais pas, moi je l'ai Pour payé. ceux qui arrivent à le trouver. Ouais, je pense qu'il y en a plus trop en dessous de 200 euros maintenant, mais. Ouais. Donc Mais- ça fait assez mal pour un Ouais. livre. Amphora, si vous m'écoutez, Renaud Dubois, je fais un appel. Il faut rééditer ce livre. Et Emmanuel, il faut accepter mon invitation. Je fais les appels du pied. Ouais, c'est une sacrée chance. Donc tu as celui-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y a. Mince, c'est un livre. Attends, c'est Neuromécanical de. C'est les éditions Kinetics. Ouais, c'est ça, Neuromécanical de Enoka, c'est. Ok, je connais l'auteur, mais je connais pas, Ok. pas le livre, j'ai pas lu. Ben, en gros, il a fait beaucoup de liens sur le signal et. Mhm. En gros, enfin, moi je venais du lycée où j'ai fait un peu un bac sciences de l'ingénieur, tu vois, donc très mécanique, tu vois. Et en gros, quand j'ai lu ce livre, je me dis, mais en fait, c'est la même chose. Enfin, Ouais, ouais, c'est du coup, ouais, ça, et après, tous les livres, enfin, les livres de Thibodeau, Super Training, enfin, tu vois. En fait, je pense qu'il faut pas se.
En fait, il n'y a pas un livre. En fait, c'est un peu un parcours où tu as plein de livres et tu vas piocher dedans au fur et à mesure et tu les relis. Et ces livres-là, le mieux, c'est d'en discuter avec du monde en plus. Tu vois. Et là, tu peux. Là, t'avances vraiment. Tu vois. Ouais. Ça, j'aime bien comme vision. Mais, ouais. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de livre iso-inertiel. Mais il y a un lieu pour discuter de tout ça. Est-ce que tu as une formation à conseiller? Ou des formations pareilles, hein? Ouais, il y en a. Enfin, il y en a plusieurs en fait. Tu vois, il y a même des formations que j'ai faites qui, en fait, je me sers plus, mais qui m'ont servi à se dire, c'est pas ça, tu vois. Enfin, c'est pas ça. Je pioche pas de choses dedans, tu vois. Donc, ouais, j'ai fait énormément de formations. On en parlait tout à l'heure, en fait, où on se disait, presque le mieux, c'est de connecter des formations, tu vois. Donc, ouais, il y a toutes les formations de tournée force, tu vois, de Thibaudot, où j'avais eu la chance, quand il était venu en France, de faire un séminaire. Je suis sorti de la fac, et genre, j'arrive en mode, ouais, il est à 2 heures de chez moi. Ça, donc, c'est une chance. ouais, tu découvres, tu vois, le Thibaudot, tu sais, en plus, qui était affûté, tu sais, en représentation. Et ça, il y a, enfin, Labo, CIES, enfin, ces formations-là qui te donnent des clés. Je dis pas que ça enfin, il faut une base derrière, mais par contre, ça te questionne sur beaucoup de choses et ça développe un esprit critique. Et au moment où je les ai faites, j'avais besoin de ces clés-là. Et aujourd'hui, tu vois, j'en suis à reprendre du mentorat ou des formations sur de la prépa physique de base parce que je me rends compte que je suis pas allé assez loin, tu vois. Ok. Et qu'au final, si on veut faire de la performance, la base, c'est l'entraînement, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, il y a ça. Après, plein de choses, tu vois. Je suis allé faire de la synergo, langage non verbal, tu vois. Genre, l'expérience, elle était juste. C'est la formation à vivre, tu vois. Elle était super. Et en mode. Aujourd'hui, ça me sert de manière indirecte. Mais du coup, ouais, c'est ça. Après, c'est comment, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est comment j'ingère l'information, je la structure et j'arrive à la restituer dans mon système, en fait. Et du coup, c'est presque, je te dirais, d'aller faire des formations de mind mapping, tu vois, genre de lecture rapide, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, toutes les clés, elles sont disponibles, tu vois. Aujourd'hui, enfin, à part le livre dont on disait qui est plus édité, mais tu peux le trouver. Ça se trouve. Te former avec n'importe qui. Aujourd'hui, tu envoies un message à un entraîneur, tu lui dis, écoute, je veux ça. Bon, si au pire, il te répond pas, tu vois. Au mieux, il te dit, écoute, on s'appelle. Et si t'es vraiment, vraiment bien, il te dit, viens chez moi, on se forme, tu vois. Donc, aujourd'hui, tu vois, la semaine prochaine, je vais passer une semaine de mentorat, tu vois, avec un top entraîneur qui, du coup, a eu plein de médailles olympiques, etc. Parce que, tu vois, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on y aille, tu vois. Il prend la retraite, donc c'est le moment, tu vois. Et du coup, c'est ces trucs-là où, en fait, fais des formations parce que tu identifies qu'il te manque une base dans ton quotidien. Parce que c'est du learning, c'est facile à... Tu vois, c'est un week-end, ça se passe bien. Fais la fac parce qu'en France, t'es obligé de... Enfin, la fac ou un BP parce qu'il te faut une carte pro et tu peux pas être, tu vois, un charlatan et voilà. Et après, derrière, essaie de trouver des endroits où tu peux échanger et confronter des idées et te servir, en fait, des expériences des autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, je pense, le plus compliqué, c'est que tu dis, je rencontre ça comme difficulté, il faut aller vite. T'as une charge mentale quotidienne, tu vois, de gérer les choses pour faire avancer tes athlètes et tout ça. Et tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui, je peux concilier ça? Et c'est plus ou moins compliqué, tu vois. Du coup, c'est de se dire, où est-ce que je peux trouver un endroit où je peux échanger, avoir de l'information facilement si jamais je ne la connais pas. Tu vois, parce qu'en entraînement, en fait, c'est ça qui est ultra complexe. On disait, il y a des domaines qui n'ont rien à voir, qui vont être complémentaires à l'entraînement. Mais du coup, si tu vas pas discuter avec un mec qui va te connecter et te dire, ah, en fait, j'ai pensé à ça, du coup, tu peux passer des années à tourner autour. Ouais, à tourner autour et te dire, je savais pas que ça existait, tu vois. Et du coup, c'est de se dire, j'essaie un peu d'arriver un peu avec ce que je sais, mon expérience, tu vois, genre de manière humble, et que quand quelqu'un va demander l'information, lui donner, mais en étant conscient que tu la donnes avec tes filtres. Et elle, la personne, quand tu demandes une info, tu sais que la personne va te répondre avec ses filtres. Et du coup, tu te dis, ok, elle me la donne de cette manière parce qu'elle a tel passé ou tel intérêt commercial. Parce que tu vois, il y a aussi ces trucs-là où les mecs. Sa compréhension aussi. Ouais, c'est ça, sa compréhension. Tu vois, un gars qui est formateur pour telle chose, forcément, il bosse quasiment avec ça. Donc, forcément, son filtre, il va être dans telle formation, tu vois. Et
Et du coup, c'est de se dire, ok, vas-y, j'essaie de nuancer ça, et comment j'avance, et comment je trouve un endroit d'échange, et je pense que c'est ça qui manque, tu vois, aujourd'hui. On arrive à se les créer, tu vois, parce que depuis que l'entraînement existe, il y a toujours eu des groupes d'échange, Ouais, bien sûr. tu vois, les cahiers de l'INSEP, des choses, Ouais. tu vois, on essayait de mettre ça en place. Aujourd'hui, tu vois, il y a le podcast, le club des entraîneurs, je pense que c'est des lieux où c'est pas assez sollicité, tu vois, où les gens, aujourd'hui, ça te coûte rien, tu poses ta question, au pire, on te répond pas, tu vois. On te répond. Ouais, non mais, tu vois ce que je veux dire, mais vraiment, au pire, tu vois, au pire, on te répond pas. Non, c'est clair. Genre en mode. Faut y aller, quoi. Faut oser. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir les jeux, tu vois, à Paris, etc. Genre, qui est allé voir les entraîneurs qui étaient derrière tous les médaillés? Moi, c'était le projet, mais ça coûtait trop cher. Ouais, mais va le voir. Ouais. Tu l'invites sur LinkedIn, juste voir ce qu'il fait. Tu le suis sur Insta, tu vois. Ouais. Tu vois, en mode. Moi, j'avais fait ça, tu vois. Je crois que c'était au jeu de Sochi. Ouais, ça. Je suis rentré à la fac donc c'était pendant les jeux de Sochi, tu vois. Et j'étais là en mode, vas-y, mais ils font comment, tu vois? Et du coup, tu vois, c'est comme ça que en fait, j'ai commencé un peu à comprendre. Et c'est là où j'ai trouvé, en fait, les entraîneurs, tu sais, ils parlaient d'une formation. Ah ouais, bah, vas-y, je vais acheter le livre, tu vois, ou je vais aller faire telle formation, tu vois. Et le mec, bah ouais, il est, j'en sais rien, américain, russe, chinois. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son parcours, etc. Comment il en est arrivé là. Et tu vois, je pense que on a un peu oublié ça, tu vois. Genre... Je fais une petite annonce. Mais pour le JO de Paris, je voulais créer un club France, mais pour les entraîneurs et justement les hommes de l'ombre, kinés, médecins, etc. Financièrement, c'était intouchable. J'espère que ce crédit d'entraîneur pourra se développer assez pour le faire à Los Angeles ou au prochain JO d'hiver. En 2030, ouais. Ouais, dans les Alpes. Ça pourrait être cool. Mais ouais, l'objectif, c'est vraiment de donner la parole à ces gens-là et qu'enfin, on se structure pour échanger entre nous. Ouais. Parce que je pense qu'on soit de la même discipline ou non, on a énormément de choses à s'apporter en interconnectant nos idées, nos façons de faire, notre culture. Et Internet, aujourd'hui, permet ça. Mais concrètement, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun lieu. Nous, on a créé le club des entraîneurs avec Secret d'entraîneur pour essayer d'ouvrir ça. Et ça commence à bien prendre. Mais l'objectif, c'est de démocratiser ça et que ça devienne presque, pas une obligation, mais quelque chose de naturel d'aller échanger avec ses pairs, quoi. Ouais. Parce que je pense que, comme tu l'as dit, faire des formations, c'est bien. Avoir les bases théoriques et pratiques pour mettre en place, c'est bien. Mais aller voir comment X ou Y l'a mis en place, c'est encore plus puissant, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est ça. En fait, c'est que t'as des gars qui, j'aime pas dire sortent de nulle part parce que chacun a son parcours. Ils vont arriver avec une solution miracle, avec un truc bien brandé, marketing, des ads, des followers, tu vois, pour social, enfin tous les systèmes pour te convaincre. Ouais, mais en fait, le système, il a été. Tu sais, tu te dis, ouais, j'ai aidé 1000 clients. Ouais, mais. Vas-y, envoie les noms. Ouais, non, mais tu vois, j'en sais rien, parce qu'aujourd'hui, quand on est dans le sport, c'est pas 1000 clients qu'on veut, c'est une médaille. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Tu vois, donc du coup, c'est qu'est-ce que tu as fait, quel contexte, et du coup, quels individus tu as accompagné et de quelle manière tu l'as fait, tu vois. Enfin, moi, c'est ce qui a de la valeur pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, on s'est tous fait avoir, tu sais, quand tu découvres ce monde-là, où tu te dis, ah ouais, j'ai acheté tel livre, tu sais, le plus vendu en France dans le sport, tu vois, genre, tu sais, en mode. Le best-seller, je vais forcément réussir du coup. Ouais, voilà, tu vois, et t'es là, tu te dis, tu sais, tu feuillettes le livre et tu te dis, ouais, en fait, j'ai rien. Tu sais, il y a rien dans le livre. Et vas-y, qui c'est qui l'a écrit? Ok, en fait, j'ai peut-être allé lui poser une question, ça sera peut-être plus simple, tu vois. Genre, ou tu sais, avec qui il a travaillé, ouais, mais en fait, pendant qu'il a écrit le livre, il travaillait pas avec des athlètes. Enfin, tu vois, en fait, c'est d'un côté, tu te dis, c'est super, mais ça demande tellement de temps de synthétiser une information, de la partager, que, ben, tu vois, c'est ce que tu fais, en fait. C'est que les gens que tu interviews, ils étaient pas sur le devant de la scène parce qu'ils étaient en train de bosser avec du monde. Et du coup, il faut aussi avoir cet esprit critique et se questionner en disant. Ouais, peut-être l'info, si parfois elle arrive trop facilement ou tu sais, trop en mode l'algo il m'a cerné et j'ai la pub 8 fois, peut-être c'est l'algo qui me trouve une solution et c'est pas la solution que je voulais, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, je pars du principe qu'au plus tu communiques, au moins tu passes de temps à entraîner. Donc quand tu as des coachs qui communiquent tous les jours, généralement c'est. Je vais pas dire qu'ils entraînent pas, mais qu'ils entraînent peu, quoi. Et que du coup ils ont un business à côté. Depuis que j'ai créé Secret d'entraîneur, j'entraîne beaucoup moins. Je le dis ouvertement. Ouais, mais c'est normal, il y a des phases. Tu as une journée de 24 heures. Ouais. Est-ce que tu veux chercher la transmission ou
faire autre chose. Mais c'est ça, tu vois, un entraîneur qui a fait une Olympiade, bah, peut-être que la suivante, il va peut-être lever le pied, tu vois, c'est normal. D'ailleurs, il n'y a pas de jugement de valeur quand je Ouais, dis ça. absolument pas. Voilà. Non, mais c'est juste On se met qu'est-ce qui me d'accord. correspond et qu'en fait, t'es réellement ce que tu cherches. Tu vois. C'est ça. Je sais plus. Tac, tac, tac. Oui, bah. Est-ce que tu as un mot de la fin? Un conseil ou un mot de la fin à donner? Ouais, je pense qu'on a résumé. Enfin, on a parlé de plein de trucs. Ouais. Ouais, je sais pas. Merci déjà pour l'échange, c'était top. Je pense qu'on a essayé de partager un peu ce côté-là qui était un peu moins mis en avant. Et si ça peut aider du monde, tant mieux. Voilà. Bah, Gaël, merci. Avec plaisir. Merci. Voilà, tu sais tout de l'ISO inertiel maintenant. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux nous retrouver sur le Club des entraîneurs avec des articles complémentaires qui vont te définir encore plus ce qu'est l'ISO inertiel. On donne des programmes d'entraînement, il y a beaucoup de choses en plus. Si jamais ça t'intéresse, on te met le lien dans la description pour acheter la machine, ou découvrir la machine que crée Gaël. C'est lui qui l'a créée, j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est super important. C'est de la qualité française, c'est la seule machine ISO inertielle où on récupère beaucoup de data. Donc je t'invite, et je n'ai pas de pourcentage, à aller acheter sa machine et à la tester sur ton centre d'entraînement. Salut!